Alors bonsoir, bonsoir. Ce soir, on va parler de comment mieux gérer ses finances. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment reprendre le contrôle de son argent. La raison pour laquelle on en parle, et je sais qu'une question qui revient très souvent lorsqu'on parle de finances, lorsqu'on parle d'argent, c'est à chaque fois, pourquoi est-ce que tu parles à chaque de l'argent? Est-ce que c'est l'argent, c'est la chose la plus importante? La vérité, c'est que non. L'argent n'est pas la chose la plus importante, mais l'argent affecte tout ce qu'on aime. L'argent affecte en fait tout ce qui nous est cher. Tout ce qu'on aime et tout ce qu'on aime. Donc c'est important d'avoir le contrôle de ses finances. Parce que quand on n'a pas le contrôle de ses finances, ce qui se passe, c'est que lorsqu'un événement arrive, ça peut être un parent qui est malade, ça peut être un projet dans lequel on investit, ça peut être un enfant qui a un besoin particulier. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas le contrôle de ses finances et qu'on est totalement désespéré. On commence à faire des prêts, ainsi de suite, et ça va dans tous les sens. Et donc c'est important d'avoir le contrôle de ses finances, surtout lorsqu'on se rend compte que la raison principale pour laquelle la plupart des couples divorcent à cause des problèmes d'argent. Les problèmes d'argent, c'est littéralement l'une des raisons principales pour lesquelles il y a des problèmes dans des foyers, il y a des disputes, il y a des éclats de voix, ainsi de suite, parce qu'on n'a pas vraiment compris, on n'a pas la même vision des choses. Donc, si on parle d'indépendance financière, si on parle de stabilité financière, il est important qu'on prenne le contrôle de ses finances. On se demande comment est-ce que je fais en sorte que l'argent que j'ai, je sache comment le multiplier afin qu'il grandisse au fur et à mesure. Et donc, ce soir, on parle de comment non seulement augmenter sa revenu, mais également comment augmenter son épargne. Parce que je sais que l'une des pensées limitantes qui revient très souvent lorsqu'on parle d'augmenter son épargne, les gens se disent, ok, j'ai pas assez d'argent, je ne gagne pas assez pour pouvoir épargner. Je suis étudiant, je suis au chômage, je suis en transition d'emploi, ou je suis dans un pays où je touche le SMIC, en fait. Je ne gagne pas assez pour pouvoir dégager une épargne importante. Mais encore, c'est une pensée limitante. Donc, ce soir, on va voir si dans le cas où tu ne gagnes pas assez d'argent, comment est-ce que tu fais pour augmenter tes revenus de façon simple et vraiment pratique, de façon efficace. Et si tu gagnes déjà assez, comment est-ce que tu fais pour passer au next level, et comment est-ce que tu fais pour c'est vraiment ton épargne. Et la raison pour laquelle j'en parle ce soir, c'est parce qu'il n'y a pas très longtemps, je parlais de ça avec quelqu'un qui me disait, waouh, je me rends compte du temps que j'ai perdu. Je me rends compte de ce que j'aurais pu faire si j'avais eu le contrôle de mes finances plus tôt. Je me rends compte de l'épargne que j'aurais pu faire. Je me rends compte de ce dans quoi j'aurais pu investir si j'avais seulement su ce que je sais maintenant. Si j'avais une belle vision de d'où est-ce que mon argent part et où ça ne part pas. Parce que la vérité, c'est que lorsque beaucoup de gens se plaignent, je n'ai pas cet argent, c'est pour ça que je n'ai pas. Mais la vérité, c'est que si tu travailles, si tu es un salarié, que tu sois en Europe, en Afrique, tu touches un salaire tous les mois. Si tu touches par exemple 3 000 euros de net en termes de salaire, au bout, et que tu travailles depuis 5 ans par exemple, si on fait les maths, d'accord, si on fait 3 000 euros de salaire net, au bout d'un an, ça te fait près de 36 000 euros de salaire que tu auras empoché. D'accord. Et aussi, si tu auras par exemple depuis 5 ans, ça va te faire 180 000 euros. D'accord. Donc, si tu touches 3 000 euros de salaire mensuel, au bout de 5 ans, tu vas toucher 180 000 euros. Ce qui est un montant assez important. Si tu es en Afrique et que tu touches par exemple, disons, 300 000 euros. D'accord. Si tu as envie que tu touches 300 000 euros, tu auras touché 18 millions. Okay. Donc, on se rend compte que ce n'est pas en fait un problème de je ne touche pas assez d'argent ou je n'ai pas d'argent. Non, je n'ai pas d'argent parce que je ne touche pas assez. Non, le problème c'est comment est-ce que je gère l'argent que j'ai. Comment est-ce que je fais en sorte que l'argent que j'ai, une fois que je le touche en fait, je ne le dilapide pas. Parce que ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes ne savent même pas où leur argent part. Si tu es quelqu'un qui à la fin du mois, tu regardes ton relevé bancaire, tu te dis, waouh, j'ai touché mon salaire il y a 12 jours. Comment ça se fait que nous sommes le 15 du mois et mon argent est totalement volatilisé? Où est-ce que mon argent est passé? Si c'est le sentiment que tu as à la fin de chaque mois, c'est un signe que tu n'as pas forcément le contrôle de tes finances. C'est un signe que tu n'as pas le contrôle. C'est un signe que l'argent, en fait, tu n'utilises pas forcément l'argent. Et c'est on vit à une ère où tout le monde parle d'indépendance financière, de liberté financière et tout ça. Mais la vérité, c'est que la liberté financière, tu l'auras uniquement si tu as l'éducation financière, en fait. L'indépendance financière suit l'éducation financière. Parce que si tu n'arrives pas à gérer 1 000 euros, si tu n'arrives pas à gérer 3 000 euros, tu n'arrives pas à gérer 5 000 euros, tu ne réussiras pas à gérer 50 000 euros. Beaucoup de gens se disent, ok, si j'ai plus, je vais mieux gérer mon argent. Ce n'est pas le cas en fait. La vérité, c'est que tu gères ce que tu as et au fur et à mesure que tu gères mieux, tu te rends compte que la capacité que tu as à gagner de l'argent augmente. Si je prends par exemple le cas il y a beaucoup de personnes qui, je lisais un article récemment qui disait, le Français moyen a moins de 1 000 euros d'épargne dans son compte en banque. D'accord. Le Français moyen ne peut pas subvenir à une dépense imprévue de 5 000 euros. Et quand j'ai lu cet article, je me suis dit, waouh, c'est quand même assez... Ça m'a interpellé en fait.
Parce on parle ici des personnes qui sont dans la trentaine, dans la quarantaine. Et je me dis, ce sont des personnes qui travaillent peut-être depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Comment ça se fait en fait qu'elles ne puissent pas subvenir à une émergence de 1 000 euros, de 5 000 euros? Si au cours de ces 5 années, elles ont touché 180 000 euros. Ça veut dire donc que le problème ce n'est pas tant le fait que je n'ai pas assez d'argent. Le problème, c'est comment est-ce que je gère en fait l'argent que j'ai. Comment est-ce que je fais en sorte que l'argent que j'ai, je l'utilise de qui se fructifie. C'est ce dont on va parler ce soir. Ok. Et donc, on va commencer à parler de comment mieux gérer son argent. Parce que si on parle l'épargne vient par la suite. Comment est-ce qu'on fait en sorte, quelles sont les étapes qu'on doit avoir à l'esprit si on veut vraiment augmenter son épargne? La première chose, c'est vraiment comprendre que l'argent est un outil. D'accord? L'argent, la raison pour laquelle on a les riches, les pauvres et les gens de la classe moyenne, c'est parce que cette division qui est faite n'est pas tant liée à ce que ces gens-là ont en termes de revenus. Lorsqu'on dit que quelqu'un est riche, quelqu'un est pauvre, quelqu'un de la classe moyenne, ce n'est pas tant lié à ce qu'ils ont comme revenus. Cette distinction-là vient vraiment de la façon à laquelle ils pensent de l'argent. Et la raison pour laquelle la plupart des personnes sont pauvres ou vivent au jour le jour, au mois le mois, c'est parce qu'elles pensent comme des pauvres. Ou elles pensent comme des personnes de la classe moyenne. Donc il y a une grande distinction. Donc tu peux penser comme quelqu'un de pauvre, comme quelqu'un de la classe moyenne, ou tu peux penser comme un riche. D'accord? Maintenant, c'est quoi la différence entre ces différentes façons de penser? Quelle est la différence entre la façon à laquelle un pauvre pense, une personne de la classe moyenne pense et un riche pense? Les gens de la classe, les pauvres, par rapport à parce que la façon à laquelle tu penses de l'argent, ce que tu penses de l'argent impacte fortement ce que tu fais de l'argent. Les personnes pauvres pensent que le but de l'argent, c'est de gagner, c'est d'être dépensé. Ils se disent, ok, j'ai gagné de l'argent, je vais le dépenser. C'est pour ça que c'est ça que l'argent est fait pour être dépensé. Les personnes de la classe moyenne savent que le but de l'argent, elles pensent que le but de l'argent, c'est de travailler avec le risque de crédit afin qu'elles puissent emprunter plus à la banque. C'est pour ça que ce sont les personnes très souvent qui vivent au-dessus de leurs moyens. Elles ont de grosses voitures, elles vivent dans de grandes maisons et tout ça. Elles vivent au-dessus de leurs moyens parce qu'elles sont tout le temps en train de vivre dans le crédit. Ce sont des personnes dans la classe moyenne. C'est une classe très dangereuse dans laquelle, si je trouve, parce que c'est une classe dans laquelle, du point de vue extérieur, tu es quelqu'un d'opulent. D'accord? Les gens dans cette classe, quand on les regarde de l'extérieur, on se dit, waouh, il est riche. C'est une famille opulente. Parce que eux sont les personnes qui vivent sur le crédit, en fait. Ils ont développé un style de vie qui fait que tous les mois, ils doivent prendre du crédit. Et du coup, les personnes de la classe moyenne pensent que le but de l'argent, c'est tout simplement améliorer leur risque de crédit afin qu'ils puissent continuer à s'endetter de plus en plus. Tandis que les riches, en fait, les riches savent que l'argent est fait pour être investi. Le riche, c'est que l'argent qu'il gagne, il se demande comment je fais cet argent que j'ai gagné, comment je l'investis afin de gagner plus d'argent derrière. C'est pour ça qu'il investit dans différentes choses. On parlera après dans quoi investir dans son argent pour que cet argent soit fructifié. Mais le riche, fondamentalement, c'est que son argent qu'il gagne n'est pas fait pour être dépensé. D'accord? Et j'aimerais ici t'arrêter à auditer tes habitudes présentement. Quand tu as un influx d'argent que tu reçois, est-ce que tu te dis, à quoi est-ce que tu penses premièrement? Est-ce que tu te dis premièrement, waouh, j'ai eu un 500 francs, j'ai eu un 1000 euros en plus, j'ai eu un 50 000 francs CFA en plus. Est-ce que je vais acheter une chaussure, je vais acheter une robe, je vais acheter une perruque, je vais acheter X ou Y, Z? Est-ce que tu te dis, waouh, c'est bien parce que je pourrais prendre une voiture, je pourrais changer ma voiture bientôt, je pourrais prendre une plus grosse télé, je pourrais aller en vacances? Ou est-ce que tu te dis, je vais prendre cet argent que j'ai eu, ce supplément d'argent que j'ai eu, et je vais l'investir quelque part? Quelle est la chose qui te vient naturellement? Parce qu'en fonction de la réponse que tu vas donner, tu pourras savoir dans quel cas tu te situes en fait. Et tu pourras savoir le travail qu'il y a à faire. Donc c'est la première étape, c'est de demander comment est-ce que je pense à l'argent. Est-ce que je pense à l'argent comme un riche, comme une personne de la classe moyenne ou comme un pauvre? D'accord? Et la raison pour laquelle c'est très important de commencer par là, parce qu'une pensée limitante que beaucoup de personnes ont, c'est de se dire que je n'épargne pas parce que je ne gagne pas assez. Mais la vérité, c'est que tu n'arrives pas à épargner parce que tu dépenses beaucoup trop, en fait. D'accord? Parce que tu gagnes déjà assez d'argent. Tu gagnes déjà assez d'argent pour pouvoir économiser. Si tu as un salaire que tu reçois tous les mois, ça veut dire que tu gagnes déjà assez d'argent pour pouvoir économiser. Ok? Et il y en a qui se disent, ok, c'est parce que je vis dans ce pays que ça ne se passe pas bien pour moi. Bonsoir ceux qui rejoignent le live. C'est parce que je vis dans ce pays que ça ne se passe pas bien pour moi. C'est parce que je vis dans... Hello coach. C'est parce que je vis dans tel endroit que ça se passe bien. Bon, si j'étais en Europe, je pourrais plus épargner. Si j'étais aux États-Unis, je pourrais plus épargner. Si j'étais au Canada, je pourrais plus épargner. Non, ce sont des pensées limitantes en fait. Il n'y a pas de pays où l'argent est gagné facilement en fait.
Ça n'existe pas. Dans chaque pays, j'étais au pays récemment, quelqu'un me disait, franchement, ici au pays, c'est trop dur, c'est vraiment trop dur. Si là-bas, chez vous, c'est mieux. Non, c'est dur partout, en fait. Les gens aux États-Unis crient. Et donc, beaucoup de personnes se disent, ok, c'est parce que c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de l'État, c'est le système vraiment qui est mal, c'est le système qui est foutu, c'est pour ça que je n'arrive pas à épargner. Non. Parce que si je te dis que c'est le système, si je te dis que c'est le gouvernement, c'est l'État, ça veut dire que tu n'as pas d'action que tu puisses prendre. C'est pas possible, ma boucle est tombée, mais bon, c'est pas grave. Si tu te dis que c'est le gouvernement, c'est l'État, ça veut dire qu'il n'y a pas d'action que tu puisses prendre pour changer les choses. Et ça veut dire que tu vas attendre 40 ans, 50 ans, 70 ans que le gouvernement change pour que ta situation financière change. Mais ce n'est pas le gouvernement n'a pas pour rôle de te rendre riche. Aucun gouvernement n'a pour rôle de te rendre riche. Donc il est important qu'on reprenne le contrôle. Ou se dit, ok, ça cause mes parents. C'est parce que mes parents n'ont pas appris à gérer mon argent. Encore là, bah écoute, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils savaient. Ou te dit, c'est parce que j'avais un partenaire, ou c'est parce que ma femme dépense trop. C'est parce que mon mari est trop radin. Non. Tant que tu blâmes quelqu'un sur la situation financière actuelle, ça veut dire que tu donnes le contrôle à la personne qui est en face de toi. Ça veut dire que tu te dis que tu ne peux pas changer les choses, en fait. Donc, on arrête de blâmer. Ok, c'est parce que ma soeur, on a fait un business, ça s'est mal passé là. Ou c'est parce que mon frère m'a arnaqué. Encore une fois, non. Ce sont des pensées limitantes. Tu as le contrôle. Et donc, audite ta situation financière, tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais concrètement? Comment est-ce que je change les choses? Donc, la première étape, comme on a vu tantôt, on parle ce soir de comment augmenter ses revenus, comment pousser son épargne. Comment vraiment faire grimper son épargne. Et donc, la première chose qu'on va avoir à l'esprit, c'est vraiment faire un bilan. Il faut qu'on fasse un bilan. Où est-ce que je me situe présentement? Qu'est-ce que j'ai présentement d'épargné? D'accord? Quelle est ma situation actuelle? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai 10 000 euros d'épargné? Est-ce que j'ai 500 euros d'épargné? Est-ce que j'ai 50 000 euros d'épargné? Est-ce que j'ai 200 000 euros d'épargné? Qu'est-ce que j'ai d'épargné actuellement? Il faut qu'on sache où on se trouve. Parce que beaucoup de personnes, c'est un truc, ils se disent, ok, je vais épargner si j'ai un projet. Tant que je n'ai pas de projet, je n'épargne pas. Non. Ok, donc fais un inventaire, ouvre tes différents comptes en banque, tes différents, ok, j'ai mis des tontines, combien est-ce que tu as épargné, combien est-ce que tu as épargné actuellement? Ça, c'est la première étape. Ensuite, on veut vraiment faire un suivi de ce dans quoi on dépense présentement. Où est-ce que mon argent part? Tu peux uniquement améliorer ce que tu contrôles. Si tu n'as pas le suivi de ce que tu es en train de faire, tu ne peux pas l'améliorer en fait. C'est la raison pour laquelle quand les personnes veulent perdre du poids, ou quand elles veulent être en meilleure forme physique, le coach te dit très souvent que tu vas manger, tu as 2000 calories par exemple à consommer par jour. À la fin de chaque semaine ou à la fin de tous les 2-3 jours, va sur la balance pour voir ton poids, pour voir exactement comment est-ce que ce que tu manges affecte ton poids en fait. Parce que c'est important qu'on ait un suivi, c'est important qu'on sache ce qui se passe. Et dans ce que tu veux faire, dans quoi est-ce que je dépense? Et littéralement prendre, j'appelle ici ça fait un bilan. Donc, okay. Donc là, tu fais le point. Je fais le point où j'en suis en termes de mon épargne. Où est-ce que j'en suis avec mon épargne? Ensuite, je fais un bilan. Je me dis, d'accord, j'ai ça d'épargné présentement. J'ai 5 000 euros d'épargné. Ok, c'est pas très mal. Ou je n'ai rien d'épargné. Ok. Maintenant, je fais une analyse. Où est-ce que mon argent part? Je prends, pour ce faire, il faut prendre, idéalement, si tu es dans la diaspora, tu prends ton relevé bancaire des 3 derniers mois. Tu l'extrais, tu l'imprimes et tu regardes tout simplement où ton argent part. Dans quelle catégorie? Il y a des banques qui te permettent même de catégoriser où ton argent part. Dans quoi est-ce que je dépense? Dans quoi est-ce que je dépense au quotidien? Parce que très souvent, surtout qu'on paye avec la carte, c'est facile, je veux dire, très souvent, il y en a qui ne se rendent pas compte de combien ils dépensent parce qu'on paye avec la carte. Tu arrives au magasin, oui, je veux ça, pam, tu passes la carte, c'est passé. Oui, je veux ceci, tu passes la carte, c'est passé. Du coup, à un moment donné, tu ne sais pas où tu en es en fait. Tu ne sais pas où ton argent est passé. Donc, tu prends tes relevés bancaires. Tu te dis, ok, d'accord, je vais regarder où est-ce que mon argent part véritablement. Bonsoir, Julie. Je vais regarder où mon argent part véritablement. Et tu, littéralement, tu comprends où ton argent part. Si tu es en Afrique, il faudra que tu sois plus minutieux. Il faudra que tu le fasses de façon plus manuelle. Parce que le système de paiement bancaire n'est pas vulgarisé en Afrique. Mais en Europe, tu as là, ou en Occident, je sais qu'il y en a qui regardent ça des États-Unis ou du Canada. Si tu es dans la diaspora, challenge-toi à prendre un relevé. D'accord? Et ce que tu fais, c'est, ok, où est-ce que mon argent part? D'accord? Où est-ce que je dépense? Je touche 3 000 euros à la fin du mois. Je touche 5 000 euros à la fin du mois. Dans quoi est-ce que je dépense mon argent? Tu seras surpris de voir où ton argent part. Tu seras très surpris. Moi, quand je l'ai fait, j'ai été surprise.
j'ai des surprises. Et au départ, tu le fais une fois par mois, ou tu commences pour les 3 derniers mois, mais après, tu peux te challenger à le faire toutes les semaines. Moi, je le fais toutes les semaines. Des fois, je le fais même tous les jours. Ça me prend 5 minutes. Pendant que je suis en train de prendre mon petit déjeuner, j'ouvre mon compte, je me dis, dans quoi est-ce que j'ai dépensé hier? Quels sont les revenus que j'ai eu hier? Parce que je veux avoir une visibilité sur ce qui se passe avec mes finances. Si tu ne gères pas tes finances, si tu n'as pas la capacité à regarder où ton argent part, tu ne pourras pas gagner plus d'argent, en fait. Donc, une fois que c'est vraiment, tu veux définir quel est mon objectif. Tu sais où tu es présentement. Ok, pour le moment, j'ai par exemple 5 000 € d'épargne, d'accord? Et d'ici la fin de l'année, je veux épargner, disons 50 000 €, d'accord? C'est mon objectif. Très souvent, au début d'année, je fais cette vidéo, nous sommes le 13 mars. Ce qui se passe très souvent, c'est qu'en début d'année, on se dit, ok, je veux gagner plus d'argent, je veux épargner plus, je veux investir dans différentes choses. Mais ce qui se passe, c'est que une fois que l'année commence, on oublie en fait ce qu'on a fixé comme objectif. Ça devient un souvenir lointain. Ça devient un souvenir lointain. Et on se dit, oui, c'est ce que je voulais encore faire. Les résolutions, on les a oubliées en fait. Et donc, tu te dis, quel est mon objectif 2024? Combien est-ce que j'aimerais épargner? Quel est le montant que je veux épargner? Parce que si tu n'as pas d'objectif clair, tu auras du mal à avoir un plan d'action derrière, dont on va parler maintenant. Pour que tu puisses... Oh, coucou du Maroc. Pour que tu puisses véritablement augmenter ton épargne, il faut que tu aies un objectif clair sur lequel tu travailles. D'accord? Donc, tu dois le définir pour toi. Comment est-ce que j'aimerais épargner? Est-ce que c'est 3 fois plus? Si je suis à 5 000 €, est-ce que je vais épargner 20 000 €? Est-ce que je vais épargner 50 000 €? La raison pour laquelle c'est important, c'est parce que la raison pour laquelle 90% des personnes n'atteignent pas les objectifs, c'est parce que pour 90% des personnes n'ont pas d'objectif en fait. 90% des êtres humains vivent en autopilote. Ça veut dire on se réveille le matin, on se brosse les dents, on prend son petit déj, on va au boulot, on parle avec les collègues, on rentre le soir, on est dans les bouchons, on arrive à la maison, on allume la télé, on voit Netflix, après on va se coucher, le lendemain on refait la même chose. Et on vit comme ça pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans. La plupart des personnes n'ont pas de vision de ce qu'elles veulent vraiment créer. Et c'est la raison pour laquelle elles ne créent rien en fait. Pas parce que c'est difficile de créer, mais c'est parce que beaucoup n'ont même pas le focus pour se dire voilà ce que je veux vraiment créer cette année. Voilà le nombre que je veux vraiment atteindre. Donc, on veut se définir qu'est-ce que je veux vraiment en termes d'épargne, qu'est-ce que je veux avoir comme épargne. Une chose qui va permettre d'être galvanisé à l'idée de faire une épargne, c'est vraiment que tu aies un projet dans lequel tu vas investir. D'accord? Te dire, ok, moi, cet objectif, tu veux le lier à un projet. Te dire, ok, je vais épargner tel montant dans le but d'investir dans telle chose. Et on en parlera, on parle de l'investissement tantôt. Je vais épargner tel montant dans le but d'investir dans tel véhicule. Parce que si tu n'as pas ce petit truc-là, c'est une raison pour laquelle tu épargnes. Ce qui se passe, c'est que tu n'épargneras pas en fait. Tu n'épargneras tout simplement pas. Donc, on a l'objectif qu'on a défini qui est clair. On veut maintenant, c'est la partie qui est la plus difficile. Cette partie, c'est la partie où tout le monde, je vais perdre beaucoup de personnes. Parce que c'est la partie que personne ne veut faire. Définir l'objectif, c'est excitant. Faire le bilan, oui, ça c'est possible. Mais la 4e étape, c'est vraiment ici, faire un budget. C'est faire un budget. Et se demander concrètement dans quoi est-ce que je comprends, on a fait le bilan, on a compris où notre argent partait. On veut vraiment se demander maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je restructure le tout en fait? Comment est-ce que je restructure le tout? Parce que si on se rend par exemple compte que, ok, je me rends compte que j'épargne uniquement... Ma caméra est inversée, really? Comment c'est possible? Intéressant. Est-ce que ma caméra est inversée pour tout le monde ou c'est juste pour Aboubakar? Les écritures. Ah, les écritures. Ah, bah oui, c'est vrai. C'est vrai que les écritures sont inversées. C'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. Donc, heureusement que je parle également, donc je peux suivre ce que je dis à Aboubakar. Donc là, je disais tantôt que la prochaine étape, ce sera donc de faire un budget. De faire un budget, se demander concrètement, ok, où est-ce que mon argent part? Et quelles sont les sections que je dois raffermir un tout petit peu? D'accord? Quelles sont les sections que je dois raffermir un tout petit peu? Ça peut être, ok, peut-être je dépense beaucoup dans la nourriture. Je touche 3 000 €, mais je me rends compte que je dépense par exemple 800 € dans la nourriture. Je vais dire, ok, là c'est beaucoup, ça fait beaucoup. Si je dépense 800 € dans la nourriture. Peut-être je dépense beaucoup dans les transports. Je me rappelle quand j'ai commencé à bosser,
je prenais le Uber pratiquement tous les jours. Littéralement, 4 fois par semaine minimum, j'étais dans les Uber. Et après, je me suis rendu compte, je ne me rendais pas compte, hein, parce que quand tu prends une course à Uber, c'est quoi? C'est 15 € ici, 20 € là, 25 €, tu dis, bon, ça passe rapidement. Et après, à la fin du mois, 2 mois, 3 mois, je prends mon réveil, je me dis, mais attends un peu. Je me suis rendu compte que j'ai dépensé pratiquement 500 € dans le Uber. C'était un truc de ouf. Je me suis dit, mais je dépense entre 500 et 600 € dans les Uber, c'est pas possible en fait. Et parce que ce sont des petites dépenses que tu fais rapidement, tu ne te rends pas compte en fait que tu dépenses autant. Mais il y a un gros effet boule de neige qui s'est parce que quand tu dépenses par exemple 500 € par mois sur un truc, à la fin de l'année, c'est énorme. C'est près de 6 000 €. C'est 6 000 € en fait. Et donc j'ai dit, ok, là c'est un truc que je dois annuler. Ou je dois réduire tout simplement. Je me suis dit, j'ai dépensé énormément dans la nourriture, toujours de manger d'ailleurs ici. Je me suis dit, ok, là c'est un truc que je dois également voir comment restructurer en fait. Il y en a qui dépensent 1 000 € par mois dans la nourriture. Et ils vivent seuls par exemple. Parce qu'on va peut-être, on va au boulot, on arrive au boulot, on va à la cantine, on mange avec l'équipe, avec nos collègues. Après on rentre le soir, puis on n'a pas envie de préparer, du coup on commande un truc vite fait. Après, le week-end, on veut manger africain, on va faire des courses et tout ça. Du coup, à la fin du mois, la facture est salée, en fait. Ou après, le week-end, on fait une sortie avec les amis et tout. On achète à boire à tout le monde et tout. Les factures, ça remonte rapidement. Et si on ne s'arrête pas, on se dit, ok, quel est mon budget, en fait? Beaucoup de personnes n'aiment pas parler de budget parce qu'ils se disent, ok, le budget, ça va me contraindre et tout. Mais le budget, te donne de la liberté. Si tu veux vraiment être libre, il est important que tu sois discipliné. Si tu veux être libre dans n'importe quel, si tu veux être libre financièrement, tu veux être discipliné avec tes finances. Si tu veux être libre en termes de temps, tu veux être discipliné avec ton temps. Si tu veux être libre physiquement, avoir une forme physique au top, tu dois être discipliné en fait. La discipline précède la liberté. Et je pense que très souvent, quand on parle de discipline, les gens se disent non, j'ai pas envie d'être. Ça a l'air un peu. On a le sentiment qu'on est au CP, ou on est en 6e, où le maître est strict avec nous. Du coup, quand on parle de discipline, très souvent, on associe ça à des restrictions et tout. Mais les restrictions en fait, sont là pour nous permettre d'être libres par la suite. Parce que si on n'a pas ces restrictions-là qu'on se met, qu'on s'impose, on ne level up pas en fait. C'est un peu comme un athlète qui veut courir, qui veut faire un marathon. Une personne qui s'entraîne pour le marathon, il a une discipline différente de une personne qui ne va pas faire le marathon en fait. Ou par exemple, une personne qui s'entraîne pour un match de foot. Les footballeurs par exemple. Quand on dit ok, la CAN arrive, ils ont une discipline en termes de ce qu'ils mangent, le nombre d'heures qu'ils font. Il y a des trucs qu'ils ne font plus du tout parce qu'ils savent qu'ils s'apprêtent pour une compétition en fait. Et donc c'est pareil, si je te dis ok, je vais assainir mes finances, je vais augmenter mes revenus, je vais aller au next level avec mon business, et que tu n'es pas prêt à être discipliné et à voir exactement ce dans quoi tu dépenses et tout, ce sera difficile en fait pour toi de réussir. Donc si tu veux être discipliné, tu te dis ok, dans quoi est-ce que je dépense? Et te faire un budget. D'accord? Ok, à la fin du mois, je dois dépenser maximum tel montant dans telle poche. C'est ça le but d'un budget. Te dis ok, pour la nourriture, je vais dépenser tel montant. Pour les sorties, je vais dépenser tel montant. Est-ce que la règle du 50-30 est une bonne façon de gérer ses finances? C'est une façon que je l'ai un peu révisitée. La façon à laquelle je gère, c'est à ce niveau. Si on parle de comment est-ce que je gère mon budget. Si j'ai comme un cercle, d'accord, et que je me dis comment est-ce que j'ai mon budget. J'aime avoir ici 50% maximum qui vont aller dans tout ce qui est dépenses incompressibles. Dans dépenses incompressibles, j'entends vraiment dépenses importantes. Ça va ici être le loyer, les assurances, la nourriture, tout ce qu'on a besoin pour vivre. Mais ça n'inclut pas forcément, ça sont vraiment les besoins, pas les désirs. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Il y en a qui prennent leur désir pour des besoins. J'ai besoin d'une 15e perruque. Ça, c'est pas un besoin, ça, c'est un désir. Je veux une deuxième perruque. Je veux une 15e perruque, c'est pas un besoin. Ou j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une Range Rover, c'est un désir. J'ai besoin de la dernière Nike qui est sortie, c'est un désir, c'est pas un besoin. Et donc, il faut qu'on s'en même dire, est-ce que c'est un désir ou un besoin que j'ai présentement? Parce que la raison pour laquelle beaucoup de personnes dépensent, c'est parce qu'elles confondent les deux en fait. Donc là, 50% c'est vraiment pour les besoins. Ça veut dire j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'électricité, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'un toit sur ma tête. Ce sont des besoins, d'accord? Donc là, on va 50%. On aura après 15%, pardon, qui vont aller dans ce qui est extrêmement important, qui est un fonds d'urgence. Alors, le fonds d'urgence,
ou emergency fund, c'est vraiment le fonds que tu vas avoir quand un truc se passe. Parce que la vérité, c'est il y a des choses qui vont arriver. Ça peut être un parent qui a besoin d'aide, ça peut être un enfant qui a besoin d'aide, ça peut être toi qui a un truc qui t'arrive, ça peut être la voiture qui tombe en panne, tu es malade pendant... Il y a la vie, la seule assurance qu'on a, c'est que la vie va continuer à nous arriver en fait. Il y aura des événements imprévisibles auxquels on devra faire face. Et dans le fonds d'urgence, c'est vraiment, tu veux avoir au moins 3 mois. Ça veut dire par exemple, à la fin du mois, j'ai besoin, comme on a parlé ici, d'attendre des besoins. Disons par exemple que tu touches 3 000 € à la fin du mois et que tes besoins mensuels s'élèvent à 1 500 € ou à 1 800 €. On va dire 2 000 € pour faire simple, ok. 3 000 €, 2 000 € des besoins mensuels. Ton fonds d'urgence, normalement, doit être minimum 3 à 6 mois de tes dépenses mensuelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si le monde venait à s'arrêter de tourner, tu dois au moins avoir 3 à 6 mois d'épargne quelque part avec lesquels tu pourras vivre. Si tu as un problème au boulot, si tu as ton épouse un petit truc, un petit bobo, si tes parents ont un petit bobo, si ta voiture est accidentée ou a un problème technique et que tu dois sortir, que tu dois dépenser pour la ranger, tu dois avoir au moins 3 à 6 mois de dépenses. Idéalement 1 an, idéalement 1 à 2 ans. D'accord? C'est très important. Parce que la vérité, c'est que la vie va toujours se passer. Donc, 15% de mon argent que je gagne va dans ce fonds d'urgence-là. Une fois que j'ai atteint mes 6 mois, une fois que j'ai atteint mes 1 an d'épargne dans mon fonds d'urgence, je peux transférer cet argent-là dans mon épargne. Mais tant que je n'ai pas encore atteint, par exemple, ça veut dire quoi? Si je gagne par exemple 3 000 € à la fin du mois et que je n'ai pas un fonds d'urgence d'au moins, si je fais 2 000 x 3 par exemple, et ça fait 6 000. 2 000 x 6, ça fait 12 000. Donc, mon fonds d'urgence doit être entre 6 000 et 12 000. Si mon fonds d'urgence est moins de 12 000 €, je continue à mettre 15% dans mon fonds d'urgence tous les mois pour le faire grandir. Une fois qu'il dépasse les 12 000 €, je peux dire, ok, c'est une partie de cet argent que je mettais dans mon fonds d'urgence, je vais le mettre ailleurs. Et cet argent-là sera dans l'épargne. D'accord? 15% va dans l'épargne. Parce que, encore une fois, on va tantôt de multiplier l'argent. Ici, on peut uniquement multiplier ce qu'on a déjà épargné. Donc, on va épargner 15% de revenus qu'on gagne au départ. Maintenant, il nous reste 30%. D'accord? Où est-ce que les 30% partent? Un truc qui est... non, 20%, pardon. On a 50 plus 30, il nous reste 20% à distribuer. Un élément qui est extrêmement important, c'est tout simplement la capacité qu'on a à s'éduquer, à s'instruire. D'accord? Donc, je vais vraiment ici avoir entre 10% qui va aller dans l'éducation. Ça veut dire ici des livres, des formations, des workshops, des séminaires, parce que tu es ta ressource la plus importante. Tu es littéralement la chose sur laquelle tu devrais investir autant que faire se peut. Parce que, indépendamment du business que tu vas lancer, indépendamment de ce que tu voudras entreprendre, si tu n'es pas la personne qui fera que la chose marche, ça ne marchera pas pour toi. Et je dis souvent, beaucoup de personnes me disent, ok, Jolie, c'est quel business que je dois lancer? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dis, est-ce que tu es devenu un entrepreneur qui fera que ça marche pour toi? Parce que je peux te donner toutes les stratégies, tous les business et tout, mais si tu n'es pas l'entrepreneur qui a cette stamina-là, qui a ces compétences-là, qui a cette éthique au travail, qui a cette résilience-là, tu n'arriveras pas au next level en fait. Donc, investir en toi est extrêmement important, car tu ne connais pas ce que tu ne connais pas que tu ne connais pas. Il y a beaucoup de choses que tu penses connaître que tu ne connais pas. Et la raison où tu es, c'est parce que tu ne connais pas ce que tu ne connais pas en fait. Et donc, plus tu as la capacité à raccourcir la distance entre... La capacité que tu as à raccourcir la distance entre où tu es et où tu veux aller dépendra fortement de ce que tu sais en fait. C'est la raison pour laquelle investir en toi est une des choses les plus importantes que tu puisses faire. C'est la raison pour laquelle les personnes comme Warren Buffett, qui est l'un des investisseurs les plus riches au monde, qui vaut des milliards de dollars, lit 4 heures par jour. Il vaut des milliards de dollars. Les personnes comme Grant Cardone, qui sont des multimilliardaires, ils continuent à se former dans les séminaires parce qu'ils savent que la seule façon d'aller au next level, c'est en investissant en elles. C'est très important. Et donc, 10% du revenu qu'on va gagner, on va investir sur soi. Formation, mentor et tout ça, c'est très important. C'est vraiment le raccourci pour la réussite. C'est vraiment le raccourci. Et finalement, les 10% qui vont rester, c'est vraiment, on va les diviser en deux. D'accord? On aura 5% qui vont aller dans les loisirs. Donc là, c'est vraiment les désirs. Ça veut dire, oh, je veux un nouveau rouge à lèvres. Je vais sortir avec les potes ce samedi, on va aller se faire plaisir. Je vais aller avec une copine au salon esthétique, nous faire un soin de beauté. D'accord? Là, on a 5% pour ça. Parce qu'on ne veut pas non plus vivre comme des prisonniers. Il faut qu'on se fasse un tout petit peu plaisir. Et le reste des 5% sera, très important, l'aide.
Ça veut dire ici les dons, tout simplement. Ça peut être les dons à la famille, ça peut être des dons à des personnes qui en ont besoin, ça peut être des dons à... Bref, des dons qu'on choisit à l'église, à la communauté, bref. C'est important, donner c'est recevoir. Donc on a un budget qu'on attribue à les personnes à qui on va donner. Donc voilà comment on va gérer son épargne, son argent en fait. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple si tu à la fin du mois tu gagnes 3 000 euros justement et que tu te retrouves en train d'avoir 2 000 euros que tu dépenses sur tes désirs uniquement, sur tes besoins pardon, tu comprends rapidement qu'il y a un problème. Tu comprends rapidement que ça va pas le faire en fait. Et donc tu devras ici resserrer la ceinture et te dire oh, qu'est-ce que j'élimine? Qu'est-ce que j'élimine? Qu'est-ce que je change? Comment est-ce que je restructure mon truc? D'accord. Et te dire, ok, dans quoi est-ce que j'investis? Est-ce que j'investis en moi? Dans quoi est-ce que j'ai lu? Dans quoi est-ce que j'investis? Je veux dire, est-ce que j'ai pris une formation? Est-ce que j'ai pris un mentor? Est-ce que j'ai lu des livres? C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. La capacité que tu auras à au next level dépendra de ce que tu sais. Il y a des choses que j'apprends aujourd'hui et je me dis, waouh, oh my God. Si j'avais su ça il y a 3 ans, mon Dieu, où est-ce que je serais en fait? Il y a des choses que j'apprends aujourd'hui, je me dis, waouh. Même si ça, quand je parle de gestion d'argent, quand j'ai commencé à bosser, je ne savais pas tout ça en fait. J'ai commencé à bosser. J'avais le salaire dans la finance. J'étais en mode, ok, bon, de toute façon, moi, vu que j'ai un background dans la finance, j'ai travaillé comme finance manager et data scientist. J'ai commencé à bosser, je savais que mon salaire arrive à la fin du mois. Première chose que j'ai fait, j'ai pris un appartement plus grand. J'ai pris un appartement, je gagnais 3 500 euros de net. J'ai pris un appartement qui me coûtait 1 700 euros. Parce que j'étais en mode, que c'est mon appartement de rêve, je travaille, j'ai un poste managériel, je dois me faire plaisir. J'ai pris un appartement, littéralement, mon appartement était déjà out of, like, seriously. Après, j'avais les Uber. J'étais en mode, ok, les Uber, franchement, j'ai pas envie de me mettre dans des transports en commun. Franchement, c'est pas, avant de prendre ma voiture, je suis dans les Uber. Il fallait manger avec les collègues, faire ceci, faire cela, envoyer l'argent au pays à tort et à travers. À la fin du mois, j'étais dans le rouge, en fait. Parce que je me demandais, mais comment c'est possible que je gagne plus quand parce que quand j'étais étudiant, j'épargnais. Quand j'étais étudiant, je gagnais peut-être 800 euros par mois. Je faisais des jobs juste le week-end. J'ai toujours travaillé quand j'étudiais. Et quand j'étais étudiante, j'épargnais en fait. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que maintenant je travaille, je gagne 3 fois, 4 fois plus que quand j'étais étudiante, mais j'épargne moins. Qu'est-ce qui se passe? Et il m'a fallu, pour me rendre compte que maintenant, je gère mal mon argent en fait. Je n'avais pas de fonds d'urgence, je n'avais pratiquement pas d'épargne. Je n'avais rien. Je gagnais l'argent que je dépensais. Parce que je me disais, bon, maintenant j'ai un gros salaire, je me suis trop serré la ceinture quand j'étudiais, maintenant je dois vraiment me faire plaisir et tout. J'ai vécu comme ça pendant des mois. Puis à ce moment, je me dis, mais attends, il faut que tu t'arrêtes à un moment donné parce que là, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Il faut que tu reprennes le contrôle. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que c'était inconfortable. J'ai dit que je prends un appartement plus petit. Je vis seul. J'avais un appartement de deux pièces. Justement, mais je suis seule, je suis célibataire. Pourquoi je vis dans un appartement de 2 pièces? Dans un quartier huppé de Francfort. Je suis en mode, mais non, attends à un moment donné. Je me suis dit, non, il faut que je downsize. Il faut que je downsize. Les Uber, c'est bon, c'est fini, en fait. Donc, ça, c'est important que tu comprennes, en fait. Parce que très souvent, je parle avec des personnes aujourd'hui qui ont 40 ans, qui sont dans la cinquantaine et qui me disent, waouh, j'ai du mal, je sais pas où mon argent est passé, en fait. Je me rends compte que ça fait 15 ans que je travaille, mais je n'ai rien économisé. Je me rends compte que ça fait 18 ans que je travaille, mais j'ai même pas un lopin de terre, je suis en location. J'ai juste réussi à prendre ma maison parce qu'ils n'ont pas compris comment gérer leurs finances. Et ça, parce que l'argent est émotionnel en fait. L'argent, ce n'est pas un truc qui est logique. Très souvent, on se dit que l'argent c'est logique et tout. Non, mais la façon dans laquelle on dépense l'argent est émotionnelle. Ça veut dire, on se dit, oui, on justifie en fait les achats qu'on fait. On se laisse guider par les émotions, on justifie pas la logique. On a la garde-robe pleine de vêtements, on se dit non mais j'ai pas de robe noire ou j'ai pas de chaussures comme ça et tout, mais tu en as plein dans l'armoire en fait. C'est émotionnel. Et donc ici on n'a pas un objectif clair vers lequel on part, on continue à dépenser comme ça. Et donc avoir un budget c'est très important. Donc maintenant c'est à toi de faire un stop et de dire ok, mon argent quand j'ai mon argent à la fin du mois, comment est-ce que je le gère présentement? Où est-ce que mon argent, est-ce que quand je fais mon petit cercle, où est-ce que je dépense mon argent en fait? Où est-ce que mon argent s'évapore? D'accord? Et si ce n'est pas plus ou moins ça, pas plus ou moins ça, je t'invite fortement à reconsidérer les choses. Parce que il faut te rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Et il n'y a pas de liberté qui sera atteinte sans sacrifice. C'est impossible. Toute personne qui a des résultats, que ce soit une relation amoureuse qui est saine, que ce soit un compte en banque qui est plein, que ce soit un business qui est florissant, que ce soit une forme physique qui est intéressante, ça, il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Est-ce que tu es prêt à payer le prix en fait?
il faut que tu es prêt à payer le prix. Si plus tôt tu payes le prix, plus vite tu te crées plus vite tu t'approches de l'indépendance financière, en fait. Donc, une fois que c'est ça, une fois qu'on est conscient des sacrifices qu'on veut faire, l'étape qui va suivre va vraiment consister ici à enlever les dépenses inutiles. Forcément, une fois qu'on a fait ça, il y a les dépenses que tu dois forcément enlever. Il y a les choses comme pour moi, ça a été le Uber, ça a été arrêter de manger dehors tout le temps, revoir comment faire mon meal prep à la maison et tout ça, prendre un appartement plus petit, parce que je vivais seule à ce moment-là. Il y a différentes choses que tu devras faire, que tu devras sacrifier en fait. Mais ce n'est pas vraiment des sacrifices, c'est juste ce qui est requis pour aller au next level. Et donc on fait ce... En termes de stratégie pour épargner, je vais rapidement faire un petit truc pour aller sur stratégie pour épargner, d'accord? Parce que c'est un truc qui revient très souvent. C'est comment est-ce que j'épargne plus? Je sais qu'il y a une qui a demandé une fois dans une vidéo que je faisais, une qui m'a dit, j'ai un petit salaire présentement, comment est-ce que je fais pour... Bien que j'ai un petit salaire, comment est-ce que je fais pour épargner? Il y a quelques stratégies que tu peux utiliser. Premièrement, c'est acheter moins mais de meilleure qualité, d'accord? Si tu as un petit salaire, c'est relatif en fonction de l'endroit où tu vis forcément, hein. Mais tu peux commencer déjà à acheter beaucoup moins mais de meilleure qualité. Ça veut dire, au lieu d'acheter par exemple 10 t-shirts à 10 € chacun, tu te prends 3 t-shirts à peut-être 20 € qui vont te durer, ou à 30 € qui vont te durer peut-être 3 ans. Parce que quand tu prends les petits trucs là, les petits trucs à bas prix, ce qui se passe c'est qu'ils se gâtent rapidement. Et donc, tu te retrouves dans un cercle vicieux où tu as ok, si j'ai pris un truc à 10 €, j'ai pris un truc à 15 € parce que c'était moins cher, mais après, ça s'est rapidement déchiré, ça s'est rapidement délavé, il faut que je prenne un autre truc. Donc, achète moins de trucs de meilleure qualité. Il y a des robes que j'ai achetées à 80 € à 90 €, il y a 5 ans que je porte encore aujourd'hui. Parce que c'était vraiment de la très bonne qualité. Il y a des manteaux que j'ai achetés à 200 €, que j'ai achetés à 300 €. Il y a 8 ans qui vont encore aujourd'hui parce que c'était juste de la bonne qualité. Il y a des sacs que tu achètes, les prix sont un tout petit peu élevés, c'est vrai, mais c'est un investissement en fait. Donc achète moins mais de meilleure qualité. D'accord? Ça, c'est la première chose, acheter moins mais de meilleure qualité. Ça, c'est surtout pour, je pense que ça va pour les hommes comme pour les femmes. Deuxième chose que je peux faire pour économiser rapidement, c'est vraiment acheter en gros également. Tu vas par exemple faire les courses, au lieu d'acheter des trucs, au lieu d'acheter une bouteille d'eau par jour, achète 3 palettes d'eau en fait, achète une palette d'eau, je sais pas trop, achète des trucs en gros. Comme là, tu pourras, même qu'il s'agit de manger, tu peux acheter des trucs, au lieu de faire les courses pour la nourriture de chaque jour, tu prends les trucs en gros, tu fais un meal prep, et puis tu mets au congélateur, et puis c'est fait en fait. Donc, acheter en gros, acheter moins mais de meilleure qualité, c'est également pour économiser plus rapidement, c'est très important. Un truc que tu peux également faire pour économiser plus, même quand tu as un petit salaire, c'est commencer à te payer en premier. Je ne dirai jamais assez. Là, quand on parle de faire, je pense que c'est important de préciser ça, quand je parle de ce petit cercle, la chose la plus importante que tu veux faire, c'est vraiment te rappeler que tu dois te payer en premier en fait. Donc, c'est vrai qu'on a dit 50% des besoins, 15% fonds d'urgence, 15% l'épargne. Cette épargne-là, l'épargne et le fonds d'urgence, c'est toi que tu payes. Donc, ça veut dire quand ton salaire arrive, tu veux, avant toute autre chose, avoir 30% que tu vis dans un compte. Avant de faire autre chose, avant de payer le loyer, avant de payer la facture d'électricité, avant d'aller acheter, avant de payer la scolarité de l'enfant, tu veux déjà payer 30%. Tu veux déjà prendre 30% de ton salaire, tu mets ailleurs. Tu sais que ça, c'est moi que je suis en train de payer. Avoir des virements, avoir des retraits automatiques de ton compte courant, ton compte d'épargne. D'accord? C'est très important. Donc ça, c'est également une stratégie que tu peux avoir à l'esprit pour vraiment booster la capacité que tu épargnes plus rapidement. Automatise le truc. Ça veut dire, si par exemple je gagne 33 000 € à la fin du mois et que je sais automatiquement, dès que l'argent arrive dans mon compte en banque, bam, le 27 du mois, 30% de 3 000 €, ça va faire combien? Ça fait 1 000 €, je pense. 1 000 € automatiquement est débité, va dans mon truc. Donc je reçois l'argent le 27 à midi, les ressources humaines me payent. À 15 h ou à 18 h plus tard, dans mon compte, il n'y a plus que 2 000 €. Ça veut dire qu'automatiquement, quand je viens que je veux commencer à dépenser, mon cerveau va s'habituer à dépenser 2 000 €, pas à dépenser 3 000 €. Parce que l'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est de se dire, ok, je vais juste garder tout dans mon compte en banque. Ok, j'épargne 15%, d'accord, je laisse dans le même compte. Mais si je laisse dans le même compte, le risque que tu prends, c'est le fait que tu vas dépenser, en fait, il y aura toujours des choses qui vont se produire, auxquelles tu devras faire face. Et tu vas te retrouver dépenser. Donc, tu transfères automatiquement. Dans le cas où tu as des crédits, encore une question qui est revenue sur un live que j'ai fait récemment, quelqu'un me dit, ok, bon, là j'ai des crédits, comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je priorise? Est-ce que je priorise le remboursement du crédit? Est-ce que je priorise l'épargne? Si tu as des crédits que tu dois rembourser, je privilégierais commencer par rembourser les crédits qui ont les plus gros taux d'intérêt. Parce que quand tu as un crédit, surtout les crédits de consommation,
ils vont te plomber, ils vont te plomber ton credit score, ton risque de crédit. Ils vont même avoir un impact sur la capacité que tu as emprunté dans le futur. Donc, si tu as des crédits, par exemple, tu vas appeler ta banque, te dire que voilà les différents crédits, voici les différents crédits que j'ai. Ou appelle tes débiteurs, tes créditeurs, pardon, dire que voici les différents crédits que j'ai. Quel est le taux d'intérêt que vous me chargez sur ce crédit? En fonction des taux d'intérêt qui sont les plus élevés, commence à payer ces crédits-là. Et donc, tu peux te dire, ok, je vais commencer à payer, je sais pas, 5% tous les mois sur mon... Et tu peux négocier également. Ce qui est bien, c'est que tu peux dire, ok, j'ai un crédit de 2000 euros ou j'ai un crédit de 5000 euros. Qu'est-ce que je fais? C'est un crédit de consommation. Honnêtement, moi également, j'ai eu des crédits à un moment donné. Quand j'ai commencé à entreprendre, j'étais vraiment extrêmement naïve. Comme je disais encore tantôt, je ne savais pas ce que je savais pas, je n'investissais pas en moi. Et donc, quand j'ai commencé à entreprendre, j'étais celle-là qui voulait avoir le succès rapidement. Et donc, j'étais celle-là qui avait le syndrome de l'objet brillant. Ça veut dire que tu entends qu'il y a tel business qui marche, tu investis rapidement. Après, tu entends qu'il y a tel business qui marche, tu investis rapidement. Et donc, je me suis retrouvée dans l'espace de 18 mois avec près de 12 000 euros de dettes. J'avais une carte de crédit à ce moment-là. Et j'étais en mode, ok, je vais investir dans ce business, je vais aller all-in et je vais rembourser mon crédit. Après quelques mois, ça ne marche pas. Dès que j'ai un challenge, je me dis, ah oui, ça n'a pas marché. Attends, j'ai entendu parler de ce business, je vais plutôt investir dans ce business. Et puis, je grattais la carte à tort et à travers. Et donc, je me suis retrouvée après, en moins de 2 ans, j'avais près de 12-13 000 euros de dettes. Et c'était vraiment assez énervant et assez frustrant parce que non seulement tu n'as pas d'épargne, mais tu n'as pas d'épargne, mais en plus tu es endetté et tu n'as pas de résultat de la raison pour laquelle tu es endetté en fait. Et je me sentais vraiment très bête parce que j'avais un background en finance et j'avais 2 masters. Et donc quand tu as un background comme ça, tu sais que tu es finance, tu as des masters et que tu te dis waouh, comment je me suis retrouvée dans une situation pareille? Comment je suis dans une situation où je suis endettée et j'ai pas d'épargne? Et j'ai dit ok, je vais reprendre le contrôle. Je reprends le contrôle de mes finances. Je suis jeune, je suis dans la vingtaine, c'est bon, je vais me ressaisir en fait. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé les différentes personnes, la carte de crédit que j'avais prise. J'ai dit, quel intérêt sur mon truc? Ils m'ont dit, ok, voilà le taux d'intérêt quand vous facturez mon truc. Et en fait, j'avais une angoisse tellement importante à ce moment-là que je n'ouvrais même pas mes lettres en fait. Ils m'envoyaient des lettres, mais je ne les ouvrais même pas. Parce que je me disais, oh my god, mais j'ai pas l'argent pour les payer, qu'est-ce que je fais? Je vais même pas les ouvrir, j'ai même pas envie de lire ce qu'ils me disent, parce que j'avais tellement honte, j'étais déprimée, j'étais en mode, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de... Ça va disparaître un jour, je vais me revenir jusqu'à ça aura disparu. Mais ça ne disparaîtra pas en fait. Quand tu es endetté, je pense que c'est un truc très important qu'on parle ce soir, parce que quand tu es endetté, parce que tu as pris des choses, bref, des crédits de consommation, la dette ne disparaîtra pas. Plus tôt tu l'affrontes et mieux c'est. D'accord? Et une chose qui a été importante pour moi de faire, c'est vraiment dire que je vais appeler la compagnie de crédit, dire ok, voilà ma situation, j'ai pris des dettes pour des business, mais ça n'a pas marché, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux renégocier mon crédit? Est-ce qu'on peut avoir un échelonnement? Parce que quand tu ne communiques pas avec eux, forcément, ils t'ajoutent des agents en fait, au fur et à mesure, qui font que le prêt en fait augmente. Donc, je me suis retrouvée je suis passée pratiquement de 13 000 euros de dette à près de 15 000 euros de dette parce que je ne voulais pas être responsable. Je suis ça va disparaître un jour, je me réveille, ça aura disparu. Ça n'a jamais disparu. Donc, tu les appelles, tu renégocies les trucs, tu renégocies les intérêts sur ta dette et tu renégocies également un échelonnement. Ok, je peux payer tous les mois 300 euros. Je peux payer tous les mois 100 euros, je peux payer tous les mois 500 euros. C'est mieux de communiquer avec eux parce que quand tu communiques avec eux, déjà, les intérêts stoppent. Où ils se réduisent et tu peux au moins chercher cette tranquillité-là. Et dans ce que je suis vraiment de faire au cas où tu as les dettes, c'est comme appeler, renégocier les taux d'intérêt et vous accorder sur un mois sur les paiements sur le terme en fait. Et ça finit, je veux dire, après moi ça m'a pratiquement pris, une fois que j'ai affronté les dettes que j'avais pratiquement près de 15 000 euros de dettes en tout. Ça m'a pratiquement pris peut-être 6 mois pour les repayer. Ça m'a pris 6 mois pour les repayer. Parce que une fois que je me suis rendu compte, ok, voici le gouffre dans lequel je me suis plongée, il faut que je m'en sorte. Personne ne va venir me sortir de ce gouffre. Je suis là parce que j'ai été bête. Il faut que je me sorte de ce gouffre. C'est la première chose qu'il faut faire en fait quand tu es dans une situation qui ne te plaît pas. Et je te dis comment est-ce que je me sors de là. Et donc moi je dis que je vais travailler sur... On en parle dans la deuxième partie de ce live dans laquelle on parle de comment augmenter ses revenus. Parce que je ne serais pas sortie je n'aurais pas pu repayer la dette ces 18 000 euros de dette en 6 mois si je n'avais pas augmenté mes revenus en fait. D'accord? C'est important de le préciser parce que c'était impératif en fait pour moi parce que je voulais éponger la dette rapidement. Je ne voulais pas traîner cette dette sur le dos. Surtout que
à chaque fois que je recevais les lettres, j'avais une panique en fait. Donc je ne voulais pas vraiment continuer avec ça, comme une sorte de bourreau dans le dos. Et donc on parle tantôt de comment est-ce que tu peux augmenter tes revenus. Donc on parlait tantôt de comment est-ce que tu épargnes rapidement. Donc on a parlé de acheter en gros, acheter de meilleure qualité mais moins fréquemment. Et également te payer en première, créer des virements automatiques pour vraiment faire ton truc. Également, une chose, la quatrième chose que je vais faire pour épargner rapidement, c'est tout simplement faire un downgrade. Faire du downsize, d'accord. Si tu es dans un appartement qui est trop grand, considère prendre un appartement plus petit. Si tu vis seul et que le loyer est trop élevé, considère prendre un colocataire avec qui tu vas partager, je sais pas trop quoi, peut-être tu prends un appartement de 2 et tu partages une chambre et tout. Considère, si tu as, je veux dire, il faut que tu te regardes, dans quoi est-ce que je dépense le plus? Dans quoi est-ce que je dépense le plus? Qu'est-ce que je sacrifie? Qu'est-ce que je sacrifie? Moi, je sais que est-ce que je mange trop dehors, par exemple? Est-ce que je vais trop dehors? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que j'ai besoin de manger 5 jours sur 7 dehors? Regarde ça, downsize, downgrade. D'accord? Et je sais que c'est très difficile parce que c'est se dire non en nous-mêmes. Et très souvent, on se dit non, on se dit, mais j'ai passé tout le mois à travailler, je dois me faire plaisir, c'est la moindre des choses. Et c'est vrai que tu dois te faire plaisir, c'est la moindre des choses, c'est pour ça qu'on a 5%. Donc quand tu vas au-delà de tes 5%, demande-toi, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que le plus important, c'est la version de moi aujourd'hui, la version de moi future? Parce qu'une chose qui est importante, on a parlé de la façon à laquelle les riches, les gens de la classe moyenne et les pauvres pensent à propos de l'argent. Il est important de se rappeler que l'une des choses qui fait des riches les riches, c'est parce qu'ils sont prêts à retarder la gratification. Toute personne qui a accumulé des revenus importants sont des personnes qui ont pouvoir intense à retarder la gratification. Ce sont des personnes qui peuvent manger le riz sauté tous les jours alors qu'elles ont des dizaines de milliers d'euros dans leur compte en banque. Ce sont des personnes qui peuvent passer 5 ans avec une même paire de chaussures alors qu'elles ont des immeubles qu'elles sont en train de construire. La capacité que tu as à retarder la gratification, c'est l'une des choses que les personnes qui sont vraiment riches ont comprises. Et du coup, elles le font avec le sourire aux lèvres. Parce qu'elles savent dans quoi elles sont en train d'investir. Elles savent que je suis en train de créer la richesse, pas seulement pour mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Genre de faire des investissements qui vont littéralement rendre ma famille multimillionnaire. Du coup, elles le font avec le sourire aux lèvres. Je parle avec une entrepreneur qui a un chiffre d'affaires que son entreprise génère. Elle est multimillionnaire. Elle a un chiffre d'affaires que son entreprise génère de plus de 6 chiffres par mois. Et elle me disait, on parlait un peu de comment est-ce qu'on se paye et tout en tant qu'entrepreneur dans le business et tout. Elle me dit, écoute, Jolie, moi je me paye moins de 2000 euros par mois. Je lui dis, mais comment tu te payes moins de 2000 euros par mois? Ton business génère littéralement 150 000, 250 000 euros par mois. Elle me dit, oui, je me paye moins de 2000 euros par mois. Et j'étais choquée parce que moi, mon business génère moi, mais je me paye plus. Elle me dit, oui, non, parce que de toute façon, j'ai des trucs dans lesquels j'ai investi et tout. Et donc, pour te dire en fait que c'est pas parce qu'elle ne peut pas, c'est parce qu'elle a une vision plus importante de ce qu'elle veut créer. Et c'est la raison pour laquelle ton environnement est important. Parce que quand tu as un environnement où les personnes dépensent pour tout et pour rien, tu voudras dépenser également. Tu es la moyenne des personnes que tu as. Si tu as entouré d'amis, de copines qui sont toujours en train de te dire, oh oui, moi j'ai acheté telle robe, j'ai acheté tel parfum, j'ai acheté telle jupe, j'ai acheté tel truc. Il faut revoir ton environnement. Est-ce que mon entourage sont des personnes qui dépensent énormément et qui me font me sentir mal parce que je ne dépense pas autant qu'elles, ou mon environnement sont des personnes qui investissent plus qu'autre chose? Parce que ton environnement aura un impact sur tes dépenses en fait. Si tu es entouré de personnes qui dépensent trop, ce sera plus difficile, parlez doucement, ok, ce sera plus difficile d'épargner si tu es entouré de personnes qui dépensent énormément en fait. Donc revoir ton environnement également, c'est très important. Donc, c'est ça le truc. En fait, quand je parle et que je suis excitée, l'articulation quitte un peu. Et donc, on a parlé des différentes stratégies que tu vas avoir à l'esprit pour vraiment ici épargner plus rapidement, épargner plus. Maintenant, la partie la plus importante, qui pour moi me plaît toujours le plus, c'est qu'on va parler ici de comment est-ce qu'on augmente ses revenus. Comment est-ce que je gagne plus? Parce qu'au final, on a beau vouloir, on sait comment épargner, on sait comment on doit rembourser les dettes, et ainsi de suite, mais la véritable façon à laquelle tu vas accélérer la capacité que tu as à gagner plus d'argent, ou à épargner même plus, c'est en reprenant le contrôle sur la façon à laquelle tu gagnes de l'argent. Je dis toujours qu'il y a deux façons à laquelle tu peux t'enrichir. Soit tu épargnes plus et tu épargnes littéralement tout ce que tu gagnes, ou tu gagnes plus. D'accord? Si tu peux dire, ok, je vais épargner chaque centime que je gagne. Je gagne par exemple 5 000 euros à la fin du mois et je veux augmenter mon épargne. Ça veut dire, je gagne 5 000 euros et jusqu'ici, j'ai épargné 1 000 euros par mois. D'accord? J'ai suivi la masterclass business entrepreneuriat. Maintenant, je vais aller de 1 000 euros d'épargner à 4 000 euros d'épargne. Disons que tu es quelqu'un de vraiment
déterminé. Ok? Tu te rends compte que si tu vas avec un style de vie si initialement tu dépensais 4 000 € par mois pour tes dépenses quotidiennes et tout, et que tu commences à dépenser 1 000 € par mois, ton niveau de vie va extrêmement être dégueulasse. Tu vas manger beaucoup moins, tu vas vraiment vivre dans des conditions beaucoup plus terribles en fait. Et donc l'idée c'est vraiment comprendre comment est-ce que je fais en sorte pour booster mon revenu. Comment est-ce que je fais pour épargner plus. Et quand je parle de 5 000 € forcément, c'est à titre générique. C'est pas, je veux dire, 5 000 €, il y a des personnes en Allemagne qui gagnent 5 000 € de revenus en fait. Et si tu vis en Afrique, tu peux dire que je gagne par exemple 500 €, je gagne 300 €. Ces montants, forcément, ils sont à titre indicatif. Tu changes en fonction de l'endroit où tu vis de ton salaire. Donc, ça veut dire que si tu gagnes, par exemple, 1 000 € ou 3 000 € ou 2 000 €, chacun, le revenu, tout le revenu de chaque personne est différent les uns des autres. Donc, mais l'idée, c'est vraiment, comment est-ce que j'augmente mes revenus. Tu augmentes tes revenus ici vraiment en investissant. D'accord? Tu augmentes tes revenus en lançant des business. Je pense que l'une des choses les plus importantes, du moins qui m'a aidé moi, c'est de commencer à investir aussi tôt que faire se peut. Et le meilleur investissement que tu peux faire, comme on a tendance, c'est investir en toi. Donc l'idée, c'est vraiment tu investis en toi pour acquérir une compétence, pour lancer un business que tu pourras monétiser par la suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, je me dis que je veux augmenter mes revenus, mais je veux augmenter mon épargne, mais sans avoir réduit ma qualité de vie. Ça veut dire, si je dépensais 4 000 € par mois pour vivre, je ne veux pas forcément dépenser moins. Je veux augmenter mon épargne sans réduire ma qualité de vie. Ok? Parce que tu peux te dire, ok, pour épargner plus, je dois vivre dans des conditions pires. Ou pour épargner plus, je peux vivre dans les mêmes conditions, mais tout simplement augmenter la capacité que je vais gagner de l'argent. Et donc l'idée, c'est vraiment de dire aussi comment est-ce que je fais en sorte que j'augmente mes revenus tout simplement. Comment est-ce que j'augmente plus? Mais comment est-ce que j'augmente plus mes revenus? Tu vas tout simplement te demander quel est le business que je peux lancer qui va créer du cash flow. D'accord? On va passer ça. Quel est le business que je vais lancer qui va faire que mon épargne augmente, qui va faire que mon épargne augmente, que mes revenus augmentent. L'idée, c'est vraiment ici, quand on a parlé d'investir sur soi, 5% pour investir sur soi. Tu veux que ces 5% soient très stratégiques. Parce qu'on n'est plus à l'école, quand on va à l'école ou quand on va à la fac, ce qui se passe, c'est qu'on apprend 15 000 choses, différents sujets, différentes matières. À la fin, on n'utilise pas du tout ce qu'on a appris. Par contre, quand tu deviens entrepreneur, tu vas être très stratégique. Tu veux vraiment dire que je vais, pendant les 3 à 6 prochains mois, me concentrer sur maximum 2 compétences. Je vais me concentrer sur un maximum de business. Ce qui se passe très souvent, c'est qu'on se dit, ok, le millionnaire moyen a 7 business, donc je vais également avoir 7 business. Ou je suis telle personne, il me dit qu'il fait ça et ça. Ça veut dire que je dois également faire les 5 choses dont il me parle. Non. Quand tu commences, finalement, tu veux prendre cet argent que tu dépenses pour investir en toi, prendre une formation, prendre un coaching et tout ça, pour apprendre une compétence en demande, pour prendre un business et le lancer. Donc, ces 5% que tu investis, tu vas les fructifier derrière. Par exemple, quand je me suis rendu compte que j'étais endettée, j'avais pas d'épargne et je me suis dit, oh my god, il faut que je sorte de ce groupe financier. La façon à laquelle j'ai fait pour rembourser les 18 000 € en 6 mois, c'était vraiment me disant, parce que le salaire que j'avais était déjà capé, en fait, à ce moment, j'avais encore un boulot à temps plein. J'ai dit, comment est-ce que je fais pour gagner plus d'argent? Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais lancer un business. Je vais acquérir une compétence. J'ai pris un truc, j'ai dit, ok, pour cette fois-ci, je me concentre. Parce que je me suis rendu compte, j'ai fait une introspection, je me suis rendu compte que la raison pour laquelle, par le passé, j'avais du mal à avoir des résultats dans les business que je lançais, c'est parce que j'étais pas concentrée, en fait. J'allais d'un business à l'autre rapidement. Dès que j'avais un challenge, dès que j'avais un problème qui se passait, vu que je n'avais pas de mentor, je disais, ok, bon, d'accord, c'est trop difficile, je suis frustrée, ça ne vaut pas la peine, je passe à autre chose. Et donc, je me suis dit, ok, d'accord, Jolie, là, tu arrêtes avec ce cercle vicieux dans lequel tu es. Tu te concentres sur une seule chose et tu vas all-in. Donc, j'ai dit, ok, j'ai pris ce montant, j'ai investi dans une formation, j'ai appris des compétences de copywriting que j'ai vendues derrière. J'ai dit, ok, je vais apprendre ces compétences de copywriting. Je me rappelle toujours ce mentor-là. Oh là là, je me suis dit, ok, c'était 2 500 € la formation. Je n'avais pas 2 500 € à ce moment. Je me suis dit que je peux pas. Mais je me suis dit, il faut absolument que je me forme parce que là, je dois vraiment faire ce business marche. J'ai dit, ok, est-ce que je peux payer par échelonnement? Il m'a dit, ok, tu peux payer en trois paiements. J'ai dit, ok, allons-y. Et je me suis dit, quand j'ai décidé d'investir, je me suis dit, je dois, avant que les 3 mois finissent. Ça veut dire, je me suis donné 90. Là, j'ai fait 2 500 € divisé par 3. J'ai dit, ok. Avant que les 3 mois ne finissent, je dois avoir mon retour sur investissement.
Parce que j'en avais marre, en fait, d'avoir investi encore et encore et encore, et ne pas avoir eu de résultats. Je me suis dit que là, cette fois-ci, je vais all in. Je donne tout ce que j'ai. Et donc, quand j'ai investi dans ce truc, pour apprendre ces compétences en demande-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à la monétiser. Je suis passé à l'action de façon extrêmement massive, en fait. J'ai fait ce qui était requis pour la monétiser, en fait. Je suis passé à l'action et tout. Et j'ai réussi à la monétiser. Et avec la monétiser veut dire aussi que j'ai réussi à acquérir des clients avec l'expertise que j'avais acquise. J'ai réussi à vendre cette expertise-là comme freelance. Je travaille avec ces clients-là, j'offrais mes services comme freelance. J'ai réussi à, avant la fin du 3e mois, j'avais probablement généré 6 000 € avec la compétence. Et j'ai commencé à repayer ma dette. Parce que tout l'extra revenu qui est entré est allé dans le repayement de la dette. Et c'est comme ça que j'ai pu, sans forcément avoir des changements drastiques dans mon style de vie, repayer la dette que j'avais et commencer à économiser de façon plus importante. D'accord? Et donc, quand tu veux augmenter tes revenus, l'une des choses que je pense est la plus importante que tu puisses faire, c'est vraiment te dire quelle est la compétence que j'apprends. Beaucoup pensent que investir veut dire, ok, je dois l'acheter un immeuble, je dois investir dans l'immobilier, ou je dois aller avec Amazon FBA, ou je dois faire du dropshipping, ou je dois faire le marketing de réseau. Ce que je recommande toujours, c'est lance un business sur lequel tu as le contrôle complet. Lance un business, surtout quand tu commences, quand tu es en train de te dire, ok, là, je veux vraiment avoir mon revenu qui gagne, qui augmente. Lance un business sur lequel tu as un contrôle sur la capacité que tu as généré de revenus derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu lances par exemple un business comme, disons, le dropshipping, ok, tu as tellement de variables qui ne dépendent pas de toi. Ça veut dire qu'il faut que le produit soit de bonne qualité, il faut que il faut ceci, il faut cela, il faut cela. Ou quand tu lances un business par exemple au pays, il faut que ceux qui sont au pays soient des personnes fiables. Il faut que tu puisses te déplacer pour aller au pays, voir ce qui se passait vraiment, les choses se passent normalement en fait. Il y a les tensions qui vont être créées et ainsi de suite. Par contre, quand tu lances un business comme freelance, non seulement tu le fais ici, tu le fais où tu es, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, ça importe peu. Tu le fais où tu te trouves présentement. Tu as la capacité à le faire sans forcément mettre ton travail que tu fais présentement en risque. Ça veut dire que si tu as un boulot que tu as présentement, c'est ce que moi j'ai fait pendant très longtemps quand je me suis lancée, je travaillais parallèlement à mon boulot. Et c'est uniquement quand je me suis rendu compte que, ah d'accord, le revenu que j'ai avec ce business est pareil à ce que j'ai est plus ou moins pareil à ce que j'ai au boulot. Bien que je travaille seulement à mi-temps, je me suis dit que c'est le moment pour moi de me licencier. C'est le moment pour moi de me licencier, de scaler mon activité, mon business. Et je suis allée de freelance avoir l'agence de marketing que j'ai aujourd'hui. Mais ça a commencé parce que j'en avais marre en fait. J'en avais marre d'être dans une sorte de cercle vicieux où à la fin du mois, tu as un salaire important qui arrive, mais tu as les dépenses qui font que le salaire s'évapore en fait. Un cercle vicieux où tu te dis, oh my god, je veux que ce truc entrepreneurial marche, mais ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais en fait? Et donc, tu arrives à dire, ok, qu'est-ce est la compétence que je vais offrir, qu'est-ce que je vais apprendre et que je vais vendre en fait? Parce que la vérité, c'est que, indépendamment de ce que indépendamment où tu es, tu peux vendre une compétence. Tu peux offrir une compétence. Ce que j'aime me dire très souvent, c'est que quand tu veux le penser, si tu travailles par exemple et que tu as un boulot, il faut te rendre compte que pour le moment, tu es ici et tu offres ta compétence ou ton expertise à une personne qui est ton employeur. D'accord? Et donc, tu passes 40 heures par semaine ici, tu lui donnes ton temps, il te donne de l'argent à la fin du mois. Parfait. Maintenant, si tu veux augmenter tes revenus, tu veux te dire comment est-ce que je fais en sorte, parce qu'en tant qu'être humain, tes revenus seront toujours proportionnels à la capacité que tu as apporté de la valeur. Donc, plus tu pourras apporter une valeur plus importante ou apporter de la valeur à un grand nombre de personnes, plus tes revenus vont augmenter. C'est la mathématique, en fait. Donc, c'est l'équation, en fait, de la réussite, l'équation de l'enrichissement. Si tu veux devenir plus riche, demande-toi comment est-ce que j'apporte plus de valeur ou comment est-ce que j'apporte de la valeur à un plus grand nombre de personnes. D'accord? Et donc, quand tu deviens, par exemple, freelance, auto-entrepreneur, consultant et tout ça, ou quand tu commences à offrir ton expertise, ce qui se passe, c'est que tu passes d'offrir ta compétence à un individu qui est ton employeur, à offrir la compétence à 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, 15 personnes. D'accord? Et c'est ce qui fait que ton business croît. Et tu n'as pas, je vais dire, par exemple, quand moi je travaillais, que je me suis dit que je dois monétiser mon investissement en 90 jours, et que j'ai commencé à avoir des clients comme freelance, je n'ai pas commencé à travailler 80 heures. Je veux dire, j'ai doublé mon salaire, mais je ne travaille pas forcément 2 fois plus. Parce que quand tu travailles, que tu es un employé, tu es payé sur la base du temps que tu passes au boulot. On te dit, ok, tu viens, tu passes ces 40 heures par semaine ici. Ou c'est 36 heures par semaine. Ok, d'accord. Donc tu viens le matin, même il y a des jours où tu arrives au boulot, il n'y a pas grand chose à faire, mais tu dois quand même être là de 8h à 16h ou de 8h à 17h parce que c'est le contrat en fait. Mais on est d'accord qu'il y a des jours où tu arrives au boulot, il n'y a pas grand chose à faire en fait. Où tu arrives au boulot, c'est plutôt tranquille et tout ça.
Maintenant qu'on a on a le home office, je pense qu'il y a un ami qui me disait que des fois il travaille, il est en train de regarder son match, il est juste en train de taper là sur la souris pour que son employeur ne sache qu'il n'est pas en train de travailler en fait, parce que vu qu'il travaille de la maison, il peut faire ses tâches littéralement en 1 heure, 2 heures, après le reste du temps, il se relaxe tout simplement. Donc quand tu es au boulot en fait, tu es payé sur la base du temps. On te dit 80 heures par semaine, tu as tes 2500, 3000 euros, 4000 euros à la fin du mois, ou 1500 euros en fonction de où tu vis dans le monde. Mais quand tu travailles en tant qu'entrepreneur, tu es payé sur la base du résultat. Ça veut dire que tes clients vont te payer sur la base du résultat. Ça veut dire que si ça te prenne 10 heures ou que ça te prenne 15 heures pour accomplir une tâche, tu es payé de la même façon en fait. Ça veut dire qu'au lieu de passer, je veux dire, imagine un peu que si ton employeur te dit, ok, Quino par exemple, d'accord, ou quinoa, je vois qu'elle est dans le live, ou Banto, voilà, c'est plus facile, je suis sûr que je gâche pas ton nom. On te dit, ok, Banto, tu travailles comme ingénieur informatique dans cette boîte. Tu es payé 3000 euros à la fin du mois de net pour tes compétences de informatique. Tu peux avoir, si tu te rends compte que ça fait 5 ans que je travaille comme ingénieur informatique, ça veut dire que mes tâches, je peux les faire littéralement au lieu de les faire en 40 heures par semaine, je peux littéralement les faire en 10 heures par semaine. Je connais beaucoup de clients avec qui je travaille qui m'ont dit, Jolie, en fait, quand je me suis rendu compte de cette stratégie, je me suis rendu compte que je passais trop de temps sur mon boulot à faire des choses répétitives que je pouvais littéralement faire plus rapidement. Parce que très souvent, on ne se rend pas compte du temps qu'on a, en fait, on ne se rend pas compte de la recette. Donc, je me dis, ok, on travaille 40 heures par semaine pour ce projet. Dès que tu finis, tu es payé. D'accord? Et donc, tu vas t'en rendre compte, tu as un incentive à travailler plus rapidement et à faire les choses plus vite. Mais au boulot, vu qu'on est contraint, on sait, ok, de toute façon, que je finisse vite ou que je finisse. Je veux dire, au boulot, quand tu as un projet sur lequel tu travailles, que tu le finisses en 1 jour ou en 5 jours, à la fin du mois, tu es payé pareil. Donc, du coup, tu n'as pas un incentive à travailler plus rapidement. Par contre, quand tu es entrepreneur, la beauté, c'est que tu peux justement avoir différents clients avec lesquels tu travailles et être payé, du coup, sur la base du résultat. Et c'est la raison pour laquelle, quand je me suis licenciée, mon revenu, il a augmenté. Le mois où j'ai fait 25 000 euros de chiffre d'affaires quand j'étais freelance, en travaillant, je n'avais pas encore une équipe à l'époque. Je pense que c'était en avril 2021, un truc comme ça. Ce mois-là, je ne travaillais pas plus que quand je travaillais. Quand je travaillais au boulot et que je gagnais 3 500 euros de net, en fait, je ne travaillais pas plus qu'à ce moment-là. Ce que j'ai fait différemment à ce moment-là, c'est que j'avais différents clients avec lesquels je travaillais et j'étais payé pour un résultat. Ça veut dire que je prenais, ok, voilà le résultat que je dois atteindre pour ce client. Il veut X, dès qu'il a X, il me donne tel montant, par exemple. Je me dis, ok, je peux atteindre, vu que j'ai l'expérience, je peux atteindre X en 3 heures. Je peux atteindre le résultat X en 5 heures. Et le client, il s'en fout que ça te prenne 5 heures ou 10 heures parce qu'il veut les résultats. Et donc, voilà. Et donc, c'est vraiment ici, quand il s'agit de scaler, d'investir, de gagner plus d'argent, demande-toi vraiment comment est-ce que je fais pour investir en moi et je transforme l'expertise que j'ai acquise pour la monétiser derrière. Il y en a qui tu peux devenir freelance, consultant, acquérir une compétence et la vendre derrière comme un expert. Ou tu peux te dire, quelle est mon expérience de vie? Peut-être que tu es quelqu'un qui a, peut-être que tu as appris comment être meilleur avec ta santé physique. Donc, peut-être tu as perdu 42 kilos et tu l'as fait de façon saine. Tu peux devenir, par exemple, coach fitness ou coach bien-être. Peut-être tu es quelqu'un qui a eu des grossesses difficiles et finalement, tu as pu donner la vie à des enfants, ils sont bien éduqués. Tu peux créer un accompagnement à ce niveau-là. Peut-être que tu es quelqu'un qui a, par le passé, été très timide, tu avais du mal à communiquer et tu as vraiment pu reprendre le contrôle et tu es vraiment, tu es quelqu'un d'éloquent, tu es quelqu'un de confiant, tu es quelqu'un de... Voilà, tu peux apprendre des personnes à avoir ces compétences. Peut-être que tu es quelqu'un qui avait du mal à gérer tes finances par le passé et après tu as pu repayer ta dette, ainsi de suite. J'ai une personne que j'accompagne qui, elle est passionnée de pâtisserie. Elle adore tout ce qui est cuisine, tout ce qui est pâtisserie et tout ça. Et je lui ai dit, mais c'est un talent que tu as. En fait, elle me dit, mais non, Jolie, c'est trop basique, tout le monde sait cuisiner. Je lui ai dit, mais non, tout le monde ne sait pas cuisiner. Elle me dit, mais non, je te garantis que toutes les femmes savent cuisiner. Je lui ai dit, mais non, moi, je suis en face de toi, je ne sais pas cuisiner. Je ne suis pas une excellente cuisinière, en fait. Et je lui ai dit, ce que tu as, qui te plaît, que tu fais présentement, qui te passionne, tu peux littéralement apprendre à des personnes. Tu peux avoir un livre avec des recettes, tu peux faire des coachings pour apprendre aux femmes comment cuisiner, tu peux avoir des produits que tu crées, que tu vends. Elle s'est créé un restaurant, elle livre des choses en ligne, elle a créé son livre de recettes de cuisine. Il y a plein de choses que tu peux monétiser, ce que tu as déjà acquis en termes d'expertise.
D'accord? Et donc, fais un audit, dire, ok, qu'est-ce que j'ai appris au cours de mon expérience de vie qui est intéressant, qui pourrait aider quelqu'un. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce que l'industrie de l'éducation, en fait, va atteindre des trilliards de dollars. Si vous allez regarder sur Google, Forbes, le magazine, je sais pas si le magazine Forbes, en fait, a prédit que l'industrie de l'éducation, ça veut dire tout ce qui est formation, tout ce qui est cours, tout ce qui est coaching, tout ça, c'est une industrie qui va atteindre des trilliards de dollars d'ici 2030. Des trilliards de dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, indépendamment de ce que tu sais faire, qui t'a l'air pas trop ça, ou je sais pas, il y a des personnes qui sont prêtes à payer pour la chose en question. Il y a des personnes qui sont vraiment prêtes à payer pour ce que tu sais faire, pour ce que tu as appris à faire, qui ne savent pas faire. Donc, ce sont les deux véhicules. Parce que très souvent, je dis qu'il faut que j'aille faire un truc qui est beaucoup complexe, très complexe et tout. Non, tu veux seulement lancer un business autour de ce que tu sais déjà faire, autour de l'expérience que tu as. Il y a également quelqu'un qui était, par exemple, il était ingénieur informatique. Il m'a dit, écoute, moi, ce que je fais me plaît énormément. J'aime tout ce qui est AI, j'aime tout ce qui est computer, je ne me vois pas faire autre chose. Mais j'en ai marre d'avoir une seule source de revenus. J'en ai marre d'être à la fin du mois confiné à un seul revenu. Je veux scaler, je veux plus, je veux aller au-delà de ça. J'ai dit, ok, dans ce cas, on va prendre l'expertise que tu as déjà dans ton boulot et on va l'étendre, en fait. Au lieu de travailler avec ta boîte uniquement en tant qu'ingénieur informatique et signer dans l'administration des projets, on va te trouver, tu deviens consultant, tu as plus de clients. Donc, on a mis sur une stratégie d'acquisition de la clientèle afin qu'il puisse vraiment scaler son business et qu'il ait plus de clients et qu'il se mette comme auto-entrepreneur. Donc, il y a tellement de voies qui s'offrent à toi. Il y a tellement de voies qui s'offrent à toi. Tu peux te dire que j'apprends, mais le plus important, indépendamment que tu décides de faire comme moi, parce que moi, je travaille dans la finance, dans la data science, j'ai dit, ok, j'en ai marre, je veux faire autre chose que ça. Je n'ai pas envie de continuer dans la finance et dans la data science. J'ai appris le marketing numérique. J'ai appris le marketing numérique, parce que j'ai parlé de copyright, social media et autres. J'ai commencé à offrir ça comme freelance. Il y en a qui vont offrir une expertise qu'elles ont déjà. Ça veut dire, ok, j'ai appris à cuisiner, j'ai appris à élever les enfants qui sont intelligents, qui sont bien éduqués. J'ai perdu du poids. Je suis dans le fitness, je suis dans le développement personnel. Par contre, je suis dans la finance. J'ai pas mal de personnes que j'accompagne qui sont dans ces différentes catégories-là. Ou il y en a qui se disent que ce que je fais me plaît énormément. Je veux continuer à le faire pour le reste de ma vie. Mon boulot me plaît, mais je veux juste gagner plus d'argent. Et si je peux servir plus de clients comme ce que j'ai, comme mon emploi actuel, je veux continuer à le faire. Donc, le choix est vraiment le tien. Le choix est vraiment le tien. Et il est important que tu audites. Parce que, et la raison pour laquelle je te parle des trois, c'est parce que très souvent, on va foncer dans un truc sans prendre la peine de s'arrêter et de réfléchir. Quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses? Qu'est-ce que je sais faire? D'accord? C'est ce qu'on appelle être self-aware. Qu'est-ce que je sais faire? Quelle est mon expérience? Quelle est mon expérience de vie? Quelle est mon expérience professionnelle? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Parce que l'une des choses que je vois trop se passer dans le monde du business en ligne, et dont je suis vraiment contre, c'est beaucoup de personnes qui aujourd'hui vont apprendre, ou même c'est beaucoup de business coach, beaucoup d'entrepreneurs, qui vont faire un truc et en parler comme si c'était la meilleure chose à faire au monde, en fait. Sans se rendre compte qu'il y a des nuances, en fait. Et on est tous différents. Donc, je ne vais pas te dire ici, deviens freelance. Le freelance, c'est la meilleure chose au monde à faire. Non, ça peut pas marcher pour toi, en fait. Il faut que tu sois à même de te dire, okay, est-ce que je me sens prête à le faire, en fait? Parce que comme j'ai encore dit au départ, le business importe peu. Tous les business marchent, en fait. Le plus important, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Quelle personne est-ce que tu es? Qu'est-ce qui te passionne vraiment? Parce que si je te plonge dans un business, juste parce que tu as entendu une fille sur TikTok en parler ou une fille sur YouTube en parler, mais que toi-même, tu n'as pas ces petits trucs en toi qui te disent, oui, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire sur le long terme, tu ne seras pas constante, tu ne seras pas assez consistante pour avoir des résultats derrière. Et donc, par exemple, je te donne 3 choix pour que tu puisses vraiment t'arrêter. Tu fais une introspection, tu te dis, ok, d'accord, sur la base de ce que j'ai fait par le passé, sur la base de mon expérience de vie, mon expérience professionnelle, qu'est-ce que je veux vraiment faire? À quoi mon next level va vraiment ressembler? D'accord? C'est extrêmement important. Mais c'est important que tu lances un truc. Avoir une seule source de revenus en 2024, c'est vraiment le suicide. C'est le suicide, littéralement. Si tu as une seule source de revenus en 2024, non, c'est pas possible. Et que tu suis ce compte, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est qu'il y a un problème. Parce que l'idée, la raison pour laquelle je crée du contenu tous les jours, c'est parce que je me dis que ça ne doit pas être, on doit pas être dans une ère où il y a des personnes qui n'ont plus de source de revenus, honnêtement. Donc, trouve un truc à monétiser. Et la façon la plus facile de monétiser, d'avoir une business, c'est vraiment de monétiser ce que tu sais déjà faire.
de vendre ce que tu as déjà comme expertise. Ou tu apprends une expertise, ça te prend 8 semaines, 12 semaines pour apprendre une expertise, après tu la vends derrière. C'est rapide, c'est facile, c'est atteignable à tout le monde. D'accord? Surtout quand tu sais quel est l'objectif. Je vais augmenter mes finances, je vais assainir mes finances, je vais investir de façon plus importante. Ok, donc pour un élément important dont il faut qu'on parle, c'est l'épargne. D'accord? Je pense que cela ne serait pas complet si on ne parlait pas de l'épargne. Qu'est-ce qu'on fait de l'épargne? On a dit tantôt qu'on avait 15% de revenus qu'on avait qui allaient dans un compte d'épargne. Est-ce qu'on le laisse est-ce qu'on le laisse à la banque? Qu'est-ce qu'on en fait concrètement? C'est la dernière, c'est la partie dont on va parler maintenant parce que je pense que c'est très important. Avec le taux d'inflation qui est maintenant entre, je pense, 3 à 5%, et le taux d'intérêt à la banque, très souvent, on est dans quoi? On est à 0,01%. C'est pas conseillé d'avoir ton argent à la banque parce que ton argent à la banque, il perd de la valeur tous les mois, tous les jours. Si tu as 10 000 € dans ton épargné en banque en janvier 2024, les mêmes 10 000 € valent probablement 9 000 € en décembre 2024. Donc, on parle de mettre de côté 10 000 €, on parle de mettre de côté 15% du revenu qu'on gagne dans un fonds d'urgence, dans son épargne. On ne laisse pas à la banque. D'accord? Parce que si on le laisse à la banque, ce qui se passe, c'est que on le perd en fait. Ce qui se passe, c'est qu'on ne pourra pas le monétiser. Et où est-ce qu'on le met? On le met dans des comptes qui vont nous produire des intérêts. On le met dans des comptes qui feront en sorte qu'on ait un taux de croissance plus important que l'inflation. D'accord? Parce que si... est-ce que je pourrais mettre ça vraiment sur le coude? Si on a cet argent qu'on est en train d'épargner, alors l'inflation c'est quoi? Je pense que peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est que l'inflation. L'inflation, je pense que c'est important de définir les termes parce que des fois on entend les termes, on ne sait même pas ce que ça veut dire. L'inflation c'est le fait que, en fait, de façon très basique, l'inflation c'est le fait que le coût de vie, en fait, au fur et à mesure que le temps passe, devient de plus en plus élevé. Ça veut dire que, par exemple, en 2000 par exemple, quand j'étais encore une enfant, je me rappelle quand ma mère m'envoyait faire les courses, elle me disait, ok, peut-être tu achètes le pain. Quand je rentrais à la maison, elle me disait, on va faire les courses au marché. Quand je rentrais, elle me disait, waouh, comment est-ce que l'huile maintenant coûte, le litre d'huile coûte maintenant 1500, comment c'est possible? Ou comment maintenant on vend 3 bananes à 500, alors qu'il y a 3 jours, on vendait 7 bananes à 500. Ok, tu as probablement remarqué qu'aujourd'hui l'essence coûte plus cher, le lait coûte plus cher, le sucre coûte plus cher, le lait, ainsi de suite. Donc l'inflation c'est le fait qu'au fur et à mesure que le temps passe, le coût de vie devient plus élevé. Et c'est un phénomène qui n'est pas possible qu'on arrête. On ne peut pas, l'inflation la plus importante qu'on a subie récemment est arrivée juste après le Covid. On a eu littéralement le prix de pas mal de choses qui ont grimpé. Et beaucoup de personnes se disent, oh my God, pendant longtemps, beaucoup se disaient que après la crise, ça va revenir. Après la crise, les prix vont chuter où ils n'étaient pas le passé. Mais non, parce que la vérité, c'est que l'inflation, c'est un phénomène normal qui se passe dans toute économie. Le coût de vie va continuellement augmenter. Et ce qui se passe, c'est que quand le coût de vie augmente continuellement, ça veut dire le pouvoir de ton argent, il reste pareil. Parce que très souvent, tu vas te rendre compte que la plupart des boulots, en fait, à la fin de l'année, on te dit, ok, tu auras 3% d'augmentation, tu auras une augmentation de 3% ou de 2%. La plupart des entreprises, tu te dis, ouais, c'est parce que mon entreprise est super cool. Mais la vérité, c'est parce qu'ils savent qu'il y a l'inflation. En fait, ils savent qu'en moyenne, le coût de vie augmente de 2 à 3% par an. Du coup, ils te disent, ok, tu auras une augmentation de 2%, 3%. C'est parce qu'ils savent que si, par exemple, le coût de vie augmente de 2% et 3% et que ton salaire reste constant, tu vas être plus pauvre. En fait, tu t'appauvris. Et donc, pour éviter que les gens ne se plaignent et ne commencent à gréver parce que le coût de vie est juste impossible, les entreprises ils ajustent un tout petit peu l'augmentation à la fin de l'année. Donc, 2%, 1% pour que tu sois plus ou moins, ça reste pareil. Ce qui s'est passé en 2020, après la crise, c'est que l'inflation a été plus importante que d'habitude. On est passé de 1-2%, parce que 1-2%, on ne se rend pas vraiment compte. Ok, le beurre coûtait 1,89 €, maintenant ça coûte 1,99 €, c'est pas grave. C'est normal. Mais quand le beurre passe de 1,89 € à 2,30 €, tout le monde crie. Je me rappelle, j'ai vu des personnes qui prenaient des photos des trucs en ligne au magasin, ils mettaient sur le statut. Genre, mon Dieu, comment c'est possible que les fraises coûtent maintenant 100 €? Comment c'est possible que la banane coûte maintenant 4 €? Donc, c'est ça l'inflation. Ça veut dire que le prix des choses augmente. Et donc, ce qui se passe, c'est que la raison pour laquelle c'est important que tu comprennes comment ça t'affecte, c'est parce que quand tu as ton argent à la banque, en fait, quand tu te dis, ok,
j'ai mes 15% tous les mois. Ok, Jolie m'a dit sur business entrepreneur que je dois mettre 15% tous les mois. Je vais mettre ça dans mon compte en banque. Et puis, à la fin de l'année, j'aurai bon argent épargné le truc. Ce qui se passe, c'est quand tu mets ton argent dans un compte en banque, en fait, qui ne te donne pas d'intérêt. Parce que les banques aujourd'hui, la banque, en fait, que j'ai me coupe des frais de tenue de compte. J'ai deux banques. Il y a une qui me coupe des frais de tenue de compte. Il y a une qui ne me coupe rien du tout. Mais je n'ai pas d'intérêt que je gagne. Ça veut dire que si je mets 10 000 euros dans mon compte en banque et que je n'ai pas d'intérêt que la banque me produit, et à la fin de l'année, le coût de vie a augmenté de 7%, ce qui est le cas présentement, le coût de vie a augmenté de 5%, ça veut dire que je me suis appauvri en fait. Ça veut dire que mon argent a moins de valeur. Ça veut dire, parce qu'avec les 10 000 euros que j'avais, je pouvais aller acheter 10 kilos de riz. Je ne peux peut-être en janvier 2024, avec mes 10 000 euros, je pouvais aller acheter 10 sacs de riz. À décembre 2024, avec les mêmes 10 000 euros, vu que le prix des choses augmente à 7%, je ne pourrais peut-être qu'acheter 9 sacs de riz. Ça veut dire que je suis plus pauvre en fait, parce qu'avec le même montant, mon pouvoir d'achat s'est amoindri. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait une vidéo, je pense que c'était en 2021, dans laquelle je disais pourquoi est-ce que tu ne veux pas épargner ton argent à la banque. Ce que tu veux faire par contre. Parce que je pense que c'est vraiment l'une des choses qui appauvrit beaucoup de personnes. Ça veut dire laisser l'argent dans le compte en banque, pour moi c'est terrible en fait. Et donc ce que tu veux faire par contre, si tu as cet argent-là que tu épargnes, avec à la banque, si c'est ici à la banque, ce qui se passe, c'est qu'avec l'inflation, tu as peut-être ça qui disparaît. Mais tu ne te rends pas compte parce que tu vois 10 000 euros dans le compte, mais ton pouvoir d'achat est beaucoup plus bas. Et donc, ce que tu veux faire, par contre, si tu as cet argent que tu as épargné, au lieu de le laisser à la banque, ce que tu veux faire, tu veux l'investir. Tu veux l'investir de telle sorte que... Parce que, de telle sorte que, bien qu'il y ait l'inflation, l'argent que tu investis est en train de grandir, en fait, est augmenté. Et soit peut-être comme ça. Ça veut dire, là j'ai 10 000 euros à la banque d'investir. Ok? Avec l'inflation, peut-être j'ai perdu 700 euros. Donc la vérité, c'est que la valeur réelle de mes 10 000 euros n'est plus que 9 300 euros. Ok? Maintenant, ce que je veux faire, au lieu de laisser mon argent à la banque pour ne pas avoir cet effet-ci, je veux plutôt avoir mon argent qui est investi, de sorte qu'à la fin de l'année, j'ai peut-être un 5% ou un 7 ou un 10% de retour sur investissement que j'ai obtenu. Et de telle sorte que même bien qu'il y ait l'inflation, mon argent a quand même augmenté. Je ne sais pas si c'est logique. D'accord? Parce que si mon argent investi, ça me donne des trucs. Maintenant, je vais investir cet argent. On a parlé de fonds d'urgence. On a dit, ok, si un truc t'arrive, il faut que tu puisses avoir la liquidité. Ça veut dire que je ne vais pas forcément les mettre dans l'immobilier. Parce que si je mets un truc dans l'immobilier, je sais que c'est un truc qui n'est pas forcément très liquide. Il me faut, pour liquider un bien immobilier, c'est difficile. Donc, je vais investir dans les trucs qui sont facilement liquide en fait, que je peux facilement transformer en cash flow. Et donc il y a différentes choses. Je sais qu'il y a une qui m'a écrit en DM qui me disait dans quoi est-ce que j'investis mon argent. Ça fait 5 ans que j'économise dans mon compte d'épargne, mais je n'ai absolument rien. Je ne sais pas si elle est dans le live ce soir. Je n'ai pas le temps de lui répondre parce que je reçois les tonnes de DM et c'est compliqué des fois. Mais je vais répondre à cette question ici. Si tu as de l'argent que tu épargnes dans un compte en banque qui ne te produit pas de revenus, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, ce que tu veux faire, c'est le transférer de cet argent-là en différentes choses. Je sais que 90% des personnes qui me suivent sont dans la diaspora, mais il y en a également qui sont en Afrique. Donc, j'ai prévu des réponses pour ceux qui sont en Afrique et ceux qui sont dans la diaspora. Si tu es dans la diaspora, tu veux considérer différents fonds d'investissement. Ce que j'aime avec ces fonds d'investissement, c'est que ce sont des fonds d'investissement qui sont... Ce que je regarde toujours en investissement, je regarde quelle est la liquidité. Quelle est la capacité que j'ai à transformer ce que j'ai investi en cash. Au cas où un truc se passe et que j'ai besoin de liquidité, il me faut avoir ce cash-là. Deuxièmement, quelle est la sécurité? Est-ce que c'est un truc qui est sûr ou qui est risqué? Parce que je ne veux pas encore une fois ici investir dans un truc et après me rendre compte que, oh là là, j'ai perdu l'argent par exemple. Donc c'est très important également. Je veux également avoir un minimum de connaissances. Je veux savoir ça fait combien de temps que ce véhicule est présent. D'accord? Je prends les questions dans quelques minutes dès que je finis avec cette partie. Et dans les différents véhicules que je te recommande dans lesquels tu peux investir, premièrement, tu as les fonds indexés. Dans les fonds indexés, c'est... j'ai fait une vidéo sur YouTube dans laquelle j'en parlais. Peut-être je vais revenir dessus. Mais les fonds indexés, c'est comme des... Là, tu investis dans la bourse, en fait, de façon très simple. Tu investis dans la bourse, dans les fonds indexés. Ce sont les fonds indexés qui te rapportent en moyenne entre 8 et 10% de taux d'intérêt par an. Ça veut dire si tu investis par exemple 10 000 euros dans un fonds indexé, à la fin de l'année, tu peux avoir 10%. Ça veut dire 11 000 euros, 10 900 euros. Ça veut dire que son argent a augmenté. Et c'est vraiment très intéressant. Surtout que tu n'as pas de travail à faire. Tu investis juste ton argent dans le truc. C'est absolument liquide. C'est comme dans une banque en fait, mais c'est juste un fonds indexé. D'accord? Ça, c'est la première chose que tu peux faire pour être sûr que ton épargne en fait, ne perd pas en valeur. Tout en restant liquide.
La seconde chose que tu peux faire sont des fonds, ce sont des livrets, les livrets d'épargne. En anglais, on appelle ça les 401k, des trucs comme ça, mais c'est moins rentable que les ETF. Les ETF sont vraiment mes favoris, les fonds indexés, parce que tu as l'effet des intérêts composés qui s'opèrent, et c'est vraiment les intérêts plus importants. Les livrets d'épargne sont aussi une belle alternative que tu peux vraiment utiliser pour, si tu es par exemple en France, tu as le livret A que tu peux avoir, qui offre ici une rémunération garantie. D'accord, et qui n'a vraiment pas de risque. Il y a également les assurances. Tu peux également investir dans une assurance vie qui te produit des intérêts. Donc voici les trois véhicules que je vais recommander dans lesquels tu investisses. Mes favoris dans lesquels j'investis très souvent, que j'investis tout le temps, ce sont les fonds indexés. C'est la bourse à travers les fonds indexés. Si tu vis en Afrique, ok, si tu vis en Afrique, c'est plus compliqué. Du moins, tu peux toujours investir dans les fonds indexés si tu es en Afrique. D'accord, tu peux créer ton compte sur Trade Republic, Robinhood, et vraiment investir dessus. Tu as également les microfinances en Afrique. Microfinances, investissements communautaires ou des tontines qui ont des taux d'intérêt à la fin du mois. La raison pour laquelle en fait, ce sont les véhicules que je peux utiliser en fait. Donc, mais l'idée, c'est vraiment pas de laisser son argent à la banque, ne pas laisser son argent sous le matelas ou à la banque, parce que ce sont les deux endroits dans lesquels tu auras honnêtement où tu n'auras pas de retour. Et forcément, il y a d'autres stratégies. Là, je donne vraiment les plus basiques et les plus simples, les plus accessibles. Parce que bon, je ne peux pas, sinon on serait ici pendant 4 heures. Mais je voulais juste vous donner un petit aperçu de l'importance en fait de ne pas avoir votre argent à la banque. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment, on a parlé de comment savoir, comment mieux gérer ses finances, comment épargner plus facilement. Comment augmenter ses revenus, tout simplement, comment augmenter ses revenus en investissant, et comment être sûr que l'argent qu'on a épargné se fructifie avec le temps. Parce que le but de cette chaîne, de ces comptes, c'est vraiment d'aider à gagner plus d'argent en lançant un business en ligne. C'est d'aider à faire que l'argent que tu as gagné, tu le conserves également, parce qu'il y en a qui gagnent l'argent, après ils le dilapident. C'est comment est-ce que je gagne plus, comment est-ce que l'argent que je gagne, je l'investis, comment est-ce que l'argent que je gagne, je le protège déjà. Parce que si tu ne protèges pas, si tu dépenses, ça s'évapore. Comment est-ce que je le protège afin de vraiment pouvoir l'investir, le fructifier derrière? C'est vraiment ça ici le game. Donc l'idée, c'était vraiment ça ce soir. Et je vais voir s'il y a des questions. Qu'est-ce que tu recommandes comme business avec tout peu de moyens? Est-ce que les e-books sont rentables? Ça dépend tout petit peu de ton objectif en termes de revenus que tu veux générer dans ton business, petite paillette. Les e-books sont rentables, mais c'est pas forcément ce que je recommanderais à quelqu'un qui débute, qui a peu de moyens. Parce que je pense qu'un désir de toute personne, qu'elles ont peu de moyens ou qu'elles ont beaucoup de moyens, c'est avoir un business qui est rentable, c'est avoir un business qui génère des revenus importants et récurrents. Et donc, avec cette idée en tête, au lieu de prendre cette énergie-là, créer un e-book, tu peux le faire. C'est pas comme si je te dis non, ne le fais pas, mais ce que je te recommanderais plutôt de faire, c'est de prendre la même énergie et l'investir pour acquérir une compétence on demande que tu peux vendre à un prix plus élevé ici derrière. Parce que le e-book, tu vas le vendre par exemple à 15 € ou à 20 €. C'est magnifique si tu as une audience, si tu as peut-être des dizaines de milliers de personnes qui te suivent en ligne ou des centaines de milliers de personnes qui te suivent en ligne, c'est facile de vendre ton e-book parce que tu as déjà l'audience derrière. Et tu sais, ok, j'ai 100 000 abonnés qui me suivent. Et je vends mon e-book à 15 €. Si j'ai 1% qui achète mon e-book, ça veut dire j'ai 1000 personnes qui achètent mon e-book, j'ai 15 000 € à la fin du mois. D'accord? Là, c'est intéressant parce que tu as l'audience derrière. Mais si tu n'as pas cette audience derrière, là, je te conseille pas forcément de faire des e-books parce que tu vas prendre du temps pour créer un e-book que tu vas vendre à 15-20 € et il sera vu par 100 personnes. Et sur les 100 personnes, tu n'auras pas de vente. Et je te dis, oh my god, mais j'ai vu, tu vois. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est, tu me dis, tu as un revenu principal. J'ai un revenu principal un peu moins. C'est le cas de beaucoup de personnes parce qu'on est fondamentalement averse au risque. Donc, la raison, ce que je te conseille de faire, c'est plutôt acquérir une compétence en demande que tu pourras vendre plus cher ici. Si tu as, par exemple... et la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que quand je me suis lancée, j'ai fait les mêmes... j'ai fait un truc similaire où je voulais...
Je pense que j'en ai parlé à ceux qui sont dans ma liste email hier. J'ai envoyé un mail dans lequel je parlais un petit peu de mon background et de ce que j'ai testé quand je me suis lancée. Mais si je n'ai pas encore dans la liste email, clique sur le lien dans la bio pour t'abonner parce que je suis plus raw dans le réel avec les gens dans la liste email. Mais ce que tu veux faire en fait, c'est te demander quel est mon objectif. Ok, petite palette, combien est-ce que je veux gagner à la fin du mois? Ok, je prends un exemple. Disons que tu te dis que je vais gagner 2000 euros à la fin du mois avec ce business ou 3000 euros par exemple. Ok, je veux que ce business me génère ce montant maintenant. Si je vends un e-book, je vends mon e-book à 20 euros. Et ça, c'est même beaucoup. Très souvent, les e-books, on demande de les vendre entre 10 et 15 euros. Donc, disons que tu vends ton e-book à 20 euros. Il te faut 600 personnes tous les mois pour avoir 3000 euros. Ok, parfait. Donc, 2000 euros. Donc, si tu veux 2000 euros à la fin du mois, super. Donc, si tu vends ton e-book à 20 euros, il te faudra 100 personnes. Ouais. Il te faut 100 personnes qui achètent ton e-book tous les mois pour avoir tes 2000 euros. Et 100 personnes, c'est beaucoup. Ça veut probablement dire qu'il te faut, parce que le taux de conversion d'un site, c'est très souvent entre 1 et 3%. Ça veut dire que tu dois avoir sur ton site web entre 10 000 personnes et peut-être 5 000 personnes sur ton site web tous les mois pour vendre ça. Donc, et je ne te cache pas que pour avoir ces 10 000 personnes sur ton site web ou 5 000 personnes sur ton site web, tu dois avoir une audience de moins 100 000 personnes. Ou tu dois faire la publicité, tout simplement. Tu fais la publicité pour poster dans le truc. Donc là, c'est un véhicule où tu peux, comme je parlais en temps, tu peux acquérir une compétence en demande. Ça veut dire que tu la vends comme freelance. Si tu veux vendre, si tu veux 2000 euros à la fin du mois, si tu débutes comme freelance, je conseille de facturer pas forcément. Je conseille de ne pas facturer moins de 1000 euros minimum quand tu débutes. Donc, si tu factures 1000 euros par client, tu as besoin de 2 clients comme freelance. Et ces 2 clients que tu n'as pas besoin de chercher tous les mois. Une fois que tu as ces 2 clients, s'ils signent des contrats avec toi pour ton expertise et ils vont te payer tous les mois, peut-être pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, en fonction du truc. Et tu as tes 2000 euros en fait, que tu attends. Maintenant, pour avoir ces 2 clients que tu vas convertir, tu as besoin de parler avec... Si tu as un taux de conversion de... Disons, si tu débutes, vu que tu es peut-être timide, tu n'as pas les comptes, tu ne sais pas vendre, tu es un peu introverti, je ne sais pas trop toutes les pensées limitantes qu'on a quand on débute. Disons que tu as un taux de conversion de 20%, qui est vraiment bas. Parce que par exemple, moi, j'ai un taux de conversion de 80%, et quand je débutais, mon taux de conversion était autour de 28%. Donc, si tu as un taux de conversion, par exemple, de 20%, ça veut dire que tu auras besoin de parler à 10 personnes. Right? Parce qu'à 20%, tu as 2 clients derrière. Et donc 10 personnes en un mois, ça veut dire par exemple 2 personnes toutes les semaines ou 3 personnes toutes les semaines. Ouais. Fois 4, ça fait 12. Ouais. Donc si je parle avec 3 personnes intéressées toutes les semaines, à la fin du mois, tu auras ton truc. Tu vois. 2 personnes toutes les semaines. Et donc c'est la raison pour laquelle quand je regarde ces chiffres, c'est la raison pour laquelle quand j'ai décidé d'aller all-in avec ce business, j'ai choisi de devenir freelance. Pourquoi? Parce que je me suis juste rendu compte que j'étais quelqu'un qui, quand je débutais, je n'avais pas d'audience en ligne. Je n'étais pas sur TikTok, je n'étais pas sur Instagram, je n'étais pas sur Facebook, j'étais vraiment pas sur les réseaux sociaux. Et je ne voulais pas forcément avoir à faire une tonne d'acrobatie pour avoir des clients à la fin du mois. Et je ne voulais pas avoir un processus qui était tellement complexe qu'à la fin du mois, je n'ai pas de garantie d'avoir des clients que je voulais. Parce que, comme je disais encore tantôt, j'étais dans une situation qui n'était pas forcément très, très, très belle. Et je voulais en sortir. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux lancer qui est sûr, dont j'ai le contrôle et qui va me requérir et dont je peux traquer rapidement les résultats. Et donc, je me suis rendu compte qu'avec une compétence, comme j'ai commencé avec le copywriting, j'ai fait le social media management, et après j'ai fait le media buying et puis j'ai eu l'agence de marketing, je me suis dit qu'en offrant une expertise à 2-3 personnes à la fin du mois, je peux avoir mon truc qui est remplacé. Et donc, quand j'ai commencé, c'est plus ou moins ce que je facturais. Et aujourd'hui, pour un client, je facture entre 5 000 et 7 000 euros. Donc, c'est vraiment... oui, je te conseillerais donc, pour revenir à ta question, je conseillerais de regarder un tout petit peu le coût d'opportunité et de choisir ce qui te convient vraiment le mieux. D'accord? Moi, je choisirais par exemple ça parce que je ne veux pas, parce que je sais que ça, compte tenu d'où je suis, me dit après, je suis ici par exemple, ok, j'ai une audience de 200 000 personnes sur TikTok et j'ai 100 000 personnes sur YouTube. Le e-book, c'est une bonne idée pour toi en fait.
Tu vois, si tu as 300 personnes sur Instagram, 100 personnes sur TikTok, 3000 ou 300 sur YouTube, 300 000 personnes sur YouTube, alors un e-book, oui, parce que tu as cette audience aussi qui va voir ton truc. Mais si tu commences et que tu n'as pas forcément une grosse communauté de personnes qui te suivent et qui te font confiance, alors non. Non, ça ne marchera pas. Ça va te prendre trop de temps et trop de stress pour rien, en fait. Ça n'en vaut pas la peine. On va prendre une autre question. Voilà, l'augmentation. Qu'est-ce que tu penses du coaching pour maman? Oui, je pense que le coaching, ça dépend exactement de dans quoi tu coaches les mamans. Les mamans ont tellement de problèmes, elles ont tellement de challenges qu'il faut être plus clair dans quel est l'aspect du coaching pour les mamans que tu veux aborder. Mais oui, définitivement, c'est une bonne niche. Si tu drill down un peu plus, si tu es plus spécifique. Mais il faut optimiser son business. Est-ce que c'est votre cas? Oui. Honnêtement, le business, c'est comme un système. Si tu n'automatises pas ton business, il compte. Si tu n'as pas de business, en fait, je veux dire, si tu peux avoir un business sans qu'il ne soit automatisé, mais si tu veux vraiment être indépendante financièrement et temporellement, il est important que tu puisses te retirer du business. Il est important que le business puisse continuer à tourner même quand tu n'es pas présente. C'est ça l'idée, en fait. C'est d'automatiser un maximum. Donc oui, définitivement. Autrement, on ne serait pas où on est si c'était pas automatisé, en fait. Il y a des gens qui veulent investir, mais pas forcément devenir entrepreneur. Oui, je veux dire, l'entrepreneuriat, je pense que tout le monde n'a pas besoin de devenir un entrepreneur à temps plein, mais tout le monde doit avoir plus de sources de revenus. D'accord? Tout le monde n'a pas besoin d'être chef d'entreprise, CEO, founder. Ce n'est pas requis, en fait. Il y en a pour qui ce sera juste trop stressant et ça ne sert à rien, ça ne va pas avec leur personnalité. Mais je pense que tout le monde peut avoir plus de sources de revenus, tout le monde doit avoir plus de sources de revenus. Littéralement. Il n'y a pas d'excuse. Parce qu'une source de revenus, c'est trop risqué. De dépendre d'une personne. Je lisais dans les magazines qu'il y a les licenciements dans le domaine de la tech encore sans se produit. On a pas mal de personnes, les entreprises qui sont licenciées le personnel, c'est dément. Donc, ouais. On va prendre investir dans quoi. Ok, je viens de répondre à la question investir dans quoi plus précisément. Merci pour le feedback. Que je suis une bonne éducatrice financière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelles sont les sociétés qui proposent des comptes d'épargne à intérêt composé? Que pensez-vous des sociétés qui proposent des comptes d'épargne composés? Je pense que ce sont des bons véhicules pour, comme on parlait encore en train d'augmenter son épargne. Je pense que ce sont des bons véhicules pour y arriver. C'est toujours important de faire ses recherches avant d'investir dans une société qui propose ce genre un compte d'épargne à intérêt composé, voir depuis combien de temps est-ce qu'elle opère, quels sont les avis des clients qui sont présentement, qui sont inscrits, peut-être faire même des appels pour être sûr que l'argent qu'on place est placé au bon endroit. Quand j'ai décidé de me lancer, d'investir dans différents comptes d'épargne et des fonds indexés, comme je parlais encore tantôt, j'ai vraiment fait des recherches, voir les différentes options, comparer les différents taux d'intérêt qui étaient proposés pour vraiment choisir la meilleure option derrière. Donc ça requiert un peu de recherche en amont et c'est important que tu le fasses. Parce que quand tu commences à mettre des économies dans une boîte, tu veux que tu veux le mettre dans une boîte qui a prouvé par son historique qu'elle sera dans les 15, 20, 30 prochaines années à venir. Donc, mais oui, et puis ça dépend des pays également. Par exemple, je suis en Allemagne, donc j'ai des réalités qui sont différentes des qui sont par exemple en France ou en Belgique. Et c'est vrai qu'il y en a qui opèrent au niveau européen, mais c'est toujours important de faire ça. Et puis, forcément, dans le but de cette masterclass gratuite, je ne vais pas forcément trop dans les détails, sinon ce serait beaucoup trop. Déjà, je pense que ça a été assez long. Je pense qu'il y a eu trop d'informations ce soir. Si la famille qui ne nous laisse pas, comment faire du coup? Ok, mais nous les jeunes qui veulent gagner un peu et voudraient épargner pour investir, mais la famille qui ne nous laisse pas, comment faire du coup? Je pense que c'est un challenge en fait qui est réel et que beaucoup de personnes ont, Fadilo. De se dire, ok, je vais épargner, mais tous les mois, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, qui crie, me dit qu'il a besoin d'aide. Deux choses que j'ai fait qui m'ont aidé à ce niveau, parce que quand tu es africain, il y a ce poids, il y a cette reconnaissance-là qu'on a pour ceux qui nous ont aidés à être où on est, ou même ceux qui nous ont pas forcément aidés, mais on doit prendre soin d'eux, parce qu'on a ce sens-là, ce côté solidaire.
Donc, deux choses que j'ai fait qui m'ont aidé quand j'étais dans une saison où je voulais investir, je voulais épargner plus, mais j'avais le sentiment que j'avais ce poids, comme une sorte de bourreau que je devais porter. J'ai été claire avec mes proches. Je leur ai dit, écoute, là, je suis dans une saison dans laquelle j'entre et voilà ma vision. Voilà ce que je veux créer, voilà ce dans quoi je veux investir, voilà ce dont j'ai besoin pour y arriver. Donc, à la fin du mois, voilà le budget que j'ai, par exemple, pour vous. Attendez-vous à ce qu'il y ait une réduction de ce que je fais d'habitude, parce que voici, par exemple, quand j'étais endettée et que je n'avais pas d'épargne, je leur ai dit, écoutez, voilà, là pour le moment c'est compliqué parce que je dois déjà prendre soin de moi et je dois être sûr que j'ai une situation qui est financièrement saine avant de continuer à prendre soin de vous. Donc, ce sera compliqué dans les prochains mois parce que je dois me concentrer sur moi et puis être sûr que je suis dans une bonne situation financière. Et donc, ce sera plus forcément à la même capacité, en fait, que je faisais par le passé. Et très souvent, ce que tu vas te rendre compte, c'est que si ce sont des personnes des personnes vraiment proches et qui tiennent à toi, elles vont comprendre. Parce que très souvent, les gens au pays demandent, ou la famille demande, parce qu'elles ont souvent le sentiment qu'on a et qu'on ne veut juste pas donner, en fait. Mais quand on leur dit clairement que voici où j'en suis, parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que dans la diaspora, ou des fois quand on travaille, on a souvent du mal à dire à nos proches ce qu'il en est vraiment. Se dire, ok, bon, voilà, pour le moment, je suis endetté, je ne peux pas continuer à vous envoyer l'argent payé, par exemple. Des fois, peu de personnes ont le courage de le dire. On préfère s'endetter pour envoyer l'argent au pays, parce qu'on se dit, non, j'ai pas envie de décevoir ici, mais très souvent, il est important de se dire, ok, d'accord, je suis présentement, voici ma situation et je dois l'assainir, en fait. Je dois me concentrer sur moi et le maximum que je peux faire par mois, c'est tel montant. Donc, arrange-toi avec ce montant que je vais t'envoyer tous les mois. Ou peut-être pendant les 3 prochains mois, je ne pourrais rien t'envoyer, en fait, parce que je suis totalement dans une saison où je dois revoir mes priorités. Et je te garantis que ce sont vraiment des personnes proches, elles comprendront. Elles ne te jugeront pas. Et c'est mieux de le dire, comme ça, elles savent à quoi s'attendre, que de juste couper le pont sèchement. Parce que là, elles seront blessées, elles vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il ne décroche plus? Pourquoi est-ce qu'il n'envoie plus l'argent et tout? Mais il faut prioriser, en fait, parce qu'au final, si tu continues à envoyer, les problèmes ne finissent jamais. Donc, si tu continues à envoyer encore et encore et encore, à un moment donné, tu te retrouves dans une sorte de cercle vicieux, c'est un cercle infernal, où tu envoies, mais finalement, toi-même, tu ne t'accomplis pas, et tu deviens de plus en plus aigri et amer. Donc, communication, c'est toujours la façon la plus rapide de se résoudre des dilemmes pareils. Communiquer. Le meilleur investissement, c'est l'investissement en soi, absolument. Tout à fait, d'accord. Je pense qu'on a fait toutes les questions. Waouh, magnifique. Est-ce que vous avez un canal Telegram? J'ai un canal Telegram pour les membres de l'académie. Les membres de l'académie sont des personnes qui ont accès à moi de façon plus étroite. On s'envoie des voice notes, on se parle sur Telegram. Donc c'est pour j'en ai un, mais c'est pas public, en fait. C'est pour mes mentorés, en fait. Que pensez-vous de la niche du service client? Alors c'est assez vague. Business conseil, conseil 360, c'est si tu me donnes un truc plus concret, je pourrais t'aider. Merci pour le feedback. Mais là, quand tu me dis niche du niche du service client, customer service, ça dépend de quelle industrie, dans quelle industrie est-ce que tu veux offrir des services de customer service. Ça dépend de ça. C'est un facteur important à regarder. Et ça dépend de ton offre également. Quelle est ta niche et quelle est ton offre? Tu peux avoir un service qui est excellent, ou tu peux avoir une offre qui est excellente, mais si tu l'offres à la mauvaise niche, tu n'auras pas de clients. Et tu auras le sentiment que c'est ton offre qui est problématique, alors que c'est ta niche, en fait. Ou si tu as une mauvaise offre et que tu l'offres à la bonne niche, ils vont te dire non parce que ça ne les intéresse pas. Tu vas te dire, ok, tu vois, donc c'est toujours avoir l'équation de te demander quelle est mon offre réellement, qu'est-ce que je vais apporter comme résultat et à qui est-ce que je vais l'apporter. Parce que quand je parle ici de se faire payer 1000 €, il y en a qui se font littéralement payer 10 000 € pour les mêmes compétences. Quand j'ai commencé, par exemple, mon premier client que j'ai eu comme freelance m'a payé 700 €. Et aujourd'hui, pour la même expertise, je facture 7 000 €. Et qu'est-ce qui a changé entre 700 € et 7 000 €? 700 € en 2020, en 2021 et 7 000 € en 2024. Ce qui a changé, c'est l'offre que je fais, en fait. J'offre la même compétence, mais la façon à laquelle je parle de ce que je fais est différente. Et aussi, la personne à qui je m'adresse est différente. D'accord? Ici, je m'adresse à des personnes qui ne voyaient pas la valeur de payer plus de
Ouais, deux choses. Ici, je m'adresse à des personnes qui n'auraient pas, non, premièrement, la valeur, mais également, je ne sais pas comment communiquer sur l'offre que j'avais. Donc, je ne peux pas facturer des prix très élevés. Tandis que ici, je sais à qui je m'adresse et je sais communiquer sur la valeur de l'offre que j'ai. Tandis que je peux facturer des prix plus élevés pour ce que j'ai à offrir. Et c'est la raison pour laquelle quand tu me dis, je veux comprendre exactement quelles sont les variables, les différents éléments qui... oui, donc sinon on a fait un live d'1h45, magnifique, c'était un moment super fun. Merci à vous qui avez été présents tout au long. Je pense que c'était un bel échange. Je tenais à le faire parce que l'argent, en fait, c'est la cause. J'ai lu dans un article récemment que les problèmes d'argent, c'est l'une des causes des divorces. C'est littéralement l'une des premières causes des divorces, juste après les problèmes d'infidélité. Et ça m'a interpellée. Ça m'a interpellée parce que très souvent, on ne se rend pas compte à quel point c'est important d'avoir un beau contrôle de ses finances, en fait. Et parce que l'argent impacte tout ce qu'on aime et tout ce qu'on aime. D'accord? Nos parents, nos enfants, nos soeurs, nos frères, nous-mêmes, nos enfants. Il y en a qui ont des enfants intelligents. Je sais quoi, mon enfant intelligent, j'aimerais l'envoyer dans une école pour personnes intelligentes, une école de boss, mais on n'a pas l'argent. Ou ma mère est malade, elle serait mieux soignée si elle venait en Europe, par exemple, mais il n'y a pas l'argent pour la faire venir. Ou bref, on a tellement de trucs où j'en ai marre de telles choses, mais je peux pas parce que j'ai pas assez d'argent. Je vais organiser mon mariage de rêve, mais monsieur dit qu'on a trop de factures et du coup on va faire un petit mariage qui me dégoûte. L'argent en fait impacte tout ce qu'on aime et tout ce qu'on aime. Et j'en parle parce que c'est très important en fait. Et ceux qui disent que l'argent n'est pas important sont des personnes qui sont en fait hypocrites. Parce que tu te lèves, tu vas travailler 40 heures par semaine dans un boulot pour avoir un salaire à la fin du mois. Ça veut dire que l'argent est important pour toi. Parce que littéralement, on passe plus de temps à travailler qu'à faire autre chose. Je veux dire, on travaille 8 heures par semaine, je dis 8 heures par jour, 9 heures par jour. Après, quand on rentre à la maison, on est sur Netflix pendant 3 heures, après on dort. On passe trop de temps au travail. On passe trop de temps à chercher, donc on dit que l'argent n'est pas important. Et si on ne se rend pas compte que les actions qu'on prend ont un impact sur la capacité qu'on a gagné de l'argent, et si on ne se rend pas compte qu'on a le pouvoir de réécrire son histoire autour de l'argent, on n'avance pas. On a souvent le sentiment qu'on est condamné. Ok, je viens de tel pays, je suis dans tel pays, c'est pour ça que je ne peux pas réussir. Non, ce sont des pensées limitantes. Ou je suis étudiante, ou j'ai pas de diplôme, et ce sont des pensées limitantes. Une fois qu'on a les bonnes connaissances, on peut littéralement réécrire son histoire, on peut réécrire ses pensées autour de l'argent et avoir une réalité qui est différente. Je dis toujours, la chose que je ne veux pas, c'est avoir les mêmes plaintes que mes parents avaient quand je grandissais. Je ne veux pas avoir une vie où je me plains de combien les choses coûtent. Où je dis à l'enfant, non, mais ça c'est trop cher parce que non, je veux qu'il y ait cette aisance financière-là. Parce que si nos parents se plaignaient du fait que, mais comment est-ce que ça se fait que le pain de 50 coûte maintenant 75? Et en 1992, et qu'on est en 2024, il y en a qui se plaignent, oh, mais comment ça se fait que la tomate qui coûtait 1,80 € maintenant coûte 1,90 €? Je me dis, mais on vit dans quel monde en fait? Faut qu'on brise les chaînes, faut qu'on arrête à un moment donné. Eux, ils ne savaient pas, ils n'avaient pas les AI, ils n'avaient pas l'Internet, ils n'avaient pas les laptops, ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas de smartphone. On les comprend, ils avaient raison de se plaindre. Mais on n'a pas le droit de se plaindre en fait. Pour moi, quand je vois les personnes qui se plaignent au point de poster sur le statut, oh my god, le pain maintenant coûte, je me dis, mais est-ce qu'on se rend compte qu'en 2024, on ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de discours en fait. On ne peut pas se permettre, c'est pas possible en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle je crée du contenu, parce que je pense que c'est impératif qu'on ait tous différentes sources de revenus. C'est vrai, on est tous assez intelligents pour le faire, on peut tous y arriver. Et la différence entre ceux qui vont y arriver et ceux qui ne vont pas y arriver, c'est tout simplement se décider. C'est la décision de dire que je vais le faire, je vais les créer, je vais les développer, je vais faire ce qui est requis pour les développer. Parce que il y a un sacrifice à faire de toute façon. Il y a un sacrifice. Soit tu sacrifies ce que tu veux vraiment pour avoir la vie que tu as présentement, soit tu sacrifies un peu ton temps maintenant pour avoir la vie que tu veux vraiment. Mais il y a un sacrifice que tu dois de toute façon faire. Il y en a qui se disent, ok, je ne sacrifie rien parce que je ne veux pas... Tu sacrifies en fait en disant de ne pas sacrifier. Tu sacrifies vraiment une liberté de pouvoir faire des courses sans regarder combien les trucs chers, les choses coûtent. Tu sacrifies vraiment la capacité de voir ce que tu es capable de vraiment créer en fait. Tu vois, parce que à une ère où on peut gagner des montants importants, du confort de chez toi, il n'y a pas de raison que
On a encore des mamans qui passent des heures dans les bouchons à travailler avec 3 boulots pour payer les factures à la fin du mois. Pour moi, pour moi, c'est absolument dément. Pour moi, c'est absolument dément. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis très passionnée quand je parle de ces sujets. C'est vraiment pour laquelle des fois je parle très vite parce que je suis tellement dans le truc, dans le mood. Et parce que c'est très important. L'argent affecte tout ce qu'on aime et tout ce qu'on aime. Et c'est important qu'on reprenne le contrôle de nos finances et qu'on apprenne à mieux gérer notre argent, qu'on apprenne à augmenter en revenus afin d'accélérer la capacité qu'on a de devenir indépendant financièrement. Donc, merci à vous qui avez été là tout au long. C'était un plaisir. Je suis content que vous ayez eu de la valeur. Le replay du live sera sur YouTube parce que je pense que c'est un live que vraiment il sera important de regarder après pour faire son bilan et tout ça. Ce que je t'invite à faire, c'est à la fin de ce live, on a parlé de différentes choses qu'il est important que tu fasses. Je considère que ces lives ne sont pas censés être comme des feuilletons Netflix qu'on regarde et après on dit oui, j'ai regardé un truc intéressant à la télé. Non, c'est vraiment regarder et puis se dire qu'est-ce que j'implémente. Qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce que j'implémente? Quelle action est-ce que je prends concrètement pour devenir meilleur? C'est vraiment ça ici le game qu'on joue. Donc, je t'invite à faire pareil. On a parlé de différentes stratégies, de différentes choses qu'il fallait faire. Prends 1 heure, 2 heures demain, ce soir. Fais le bilan où tu en es. Définis un plan d'action concret que tu vas implémenter pour aller au next level. Et on se retrouve au prochain live. D'ici là, passe une belle soirée. Bye bye.